il est 3 heures du matin. ADT, les alertes système d'alarme part. ADT t'appelle. Monsieur, vous avez un système d'alarme, il y a un bris de vitre, un bris de fenêtre côté ouest de votre bâtiment. Là, tu te rends, la police appelle, la police est là. T'arrives, là, c'est un traumatisme. T'arrives et tu vois ton magasin, tu te sens comme ça. Tu vois une vitre brisée, la vitre par terre en éclats. T'es presque en pyjama à 3 heures du matin, t'es pas réveillé. Puis là, tu te dis, aïe, qu'est-ce que je fais ici? Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici, votre animateur, Jer Alain. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une magnifique semaine. Cette semaine, on a un podcast un peu plus tranquille. Je sais qu'avec les dernières semaines, c'était tout le temps des sujets très sensibles, très chauds. Fait que cette semaine, ça va être de quoi? Un peu plus calme comparativement aux autres semaines. C'est une belle histoire d'entrepreneuriat avec David Deschaines, qui est dans le fond le fondateur, c'est celui qui a créé le biérologue dans le quartier Hochelaga Maisonneuve à Montréal. Fait que c'est une belle histoire d'entrepreneuriat. Puis je vous dis, ouvrez-vous une belle petite bière, hein? On parle beaucoup de bière de microbrasserie. Fait qu'allez vous chercher une bière, ouvrez-vous ça avec nous autres, puis on va passer un beau moment ensemble. Fait qu'un gros merci à David Deschaines d'être venu au What's Up Podcast. Mais encore une fois, juste avant que je vous laisse l'écouter, juste dire un énorme merci encore une fois à nos commanditaires qui est procafetière.ca et les cafetières Bellucci. Encore une fois, un énorme merci pour leur confiance. Si vous voulez leur dire merci, ben je vous encourage à consommer leurs produits. T'sais, si vous êtes en processus de vous chercher une nouvelle cafetière, ben attendez plus puis allez vous chercher une cafetière Bellucci parce que ce sont d'excellentes machines à café. Et si vous le faites, ben faites affaire avec procafetière.ca parce que en plus de supporter des podcasts locaux comme le mien, ben c'est eux autres les experts en tout ce qui a rapport avec le café. Fait que allez les voir dans leur magasin à Varennes. Sont super sympathiques, ou sinon allez les voir sur leur site internet au procafetière.ca. Fait qu'un énorme merci encore à mes commanditaires. Puis si vous voulez m'aider sur une note plus personnelle, ben je vous encourage à vous abonner à mon Patreon au patreon.com/whatsuppodcast parce que entre autres ça vous coûte pas cher. C'est 3-4 piastres, puis pour moi, ça fait vraiment toute la différence. Puis en plus, ça vous permet d'écouter tous les podcasts d'avance, puis pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. On n'oublie pas aussi, si vous aimez le podcast, man, partagez-le, parlez-en, hein, abonnez-vous à la chaîne YouTube, hein, on clique sur s'abonner, on laisse un petit thumbs up, on écrit un commentaire positif dans la section commentaires, c'est tout le temps super apprécié. Fait que sur ça, merci beaucoup tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine. Ciao! Fait que what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast aujourd'hui. Nouvel épisode, un peu plus léger, un peu plus excitant aussi. On reçoit David Deschaines, qui est le fondateur du biérologue et grand connaisseur en microbrasserie. Fait qu'il va venir nous parler de ça. Sujet un peu plus léger, mais dont plaisant. Ben oui, mais il y a des volets, tu sais, qu'on va parler de nos vies d'entrepreneurs. C'est pas toujours Jojo. Ouais, pas c'est ça que tu me disais. Mais sinon, toujours... le volet bière, c'est le volet le fun. Ouais, c'est ça. C'est pas toujours rose-rose, mais c'est parce que, tu sais, je disais ça un peu à la blague parce que tu nous as amené plein de produits qu'on va pouvoir déguster durant le podcast. Ouais. Puis moi, c'est ça, là, comme que je t'ai expliqué, je vais essayer de rester tranquille. Je vais essayer de pas faire un sous-écoute de moi. On est en mode dégustation. Ouais, mais je fasse pas un sous-écoute de moi-même, là, tu sais, puis que je perds la cape. Je te fais semi-confiance. Parfait, ça. Fait que, ben ça, j'ai dit d'entrée de jeu. Ben non, juste avant, tu voulais nous parler de la première bière. Tu sais, avant qu'on commence le premier volet, tu voulais nous parler d'une première bière. Ouais, ben il y a une bière. On a des brasseries au Québec de renom. Je pense que le Québec est un endroit de renom pour la bière. Puis, j'ai amené des bières, dont, entre autres, des brasseries de région. Là, j'ai amené Sutton, entre autres, qui est renommé pour... c'est une auberge. C'est pas juste
ce n'est pas juste une brasserie, c'est une auberge aussi, puis un restaurant. Puis ils ont des brettes dans leur bière, donc c'est des levures sauvages qui donnent des goûts funky. Ça ne veut pas dire grand-chose funky aux gens, mais un petit côté peut-être cuir et curry. Ou les brettes qui sont fermentées aux brettes, c'est aussi fruité, souvent fruits exotiques. Fait que ça donne un petit twist à la bière. Okay. Puis Sutton, c'est dans les brasseries que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Sutton. Donc c'est 4 saisons aussi comme brasserie parce que la montagne, l'hiver, l'automne, c'est les couleurs. Puis l'été, ben la rivière à côté de la brasserie, l'auberge et tout. Fait que c'est des bières de finesse. Puis, je dirais, peu importe quelle bière on boit de Sutton, c'est des belles bulles. Il y a la petite touche brette, comme je disais, un petit côté levuré, mais levure funky, mais c'est d'accompagnement. Gros coup de cœur, donc Sutton. J'ai pris la Bricka Brac. C'est cool parce que mais magnifique. On voit que tu connais bien ta patente, parce que, tu sais, moi, ça serait juste... c'est de la blonde, si je pense. Regarde-moi la mousse. Regarde-moi la mousse. C'est magnifique, puis ça doit sentir bon aussi. Ça doit sentir bon. Ah ouais, ben c'est ça. Va falloir que j'essaie de faire mon connaisseur, puis je fais pas l'esti de crise d'ivrogne que je suis. Parce que moi, d'habitude, tu sais, comme avec ma blonde, elle, c'est le contraire. Elle aime goûter. Ouais. Payer un bon resto, là, en quelque part. Moi, je fais juste chialer, j'en reviens pas du prix, là. Tu sais, ça, c'est mon côté à moi. Mais t'aimes le café, fait que je suis sûr que de temps en temps, tu goûtes à ton café et t'es content. Ouais, mais j'en bois pas. Bière et vin, même chose. Ah, t'en bois pas? Je bois pas. Hey, ça, c'est un scoop, là. Non, pas vraiment, parce que faut juste me poser la question, okay. Là. Ouais. Mais j'en bois pas de café, puis j'ai genre plein de commanditaires, puis ils sont super bons. Tu sais, ben, en tout cas, c'est le commentaire qui revient. Là. Mais en tout cas, bref, on s'en calisse. Ouais. On va parler de toi. Parce que avant que tu fondes le biérologue, que maintenant tu t'as passé le flambeau, mais avant que tu le fondes, tu as été marchand de bière. C'est ça, t'étais? Ben, c'est-à-dire que le biérologue, c'est un marchand de bière. OK. Avant ce que j'étais, j'ai commencé à 12 ans à aimer la bière. Puis, peut-être que ton époque, t'es dans la trentaine, moi je suis un peu plus vieux. On collectionnait beaucoup les enfants, des timbres. OK. Puis moi, j'ai commencé avec un de mes amis à collectionner à l'âge de 12 ans des bouchons de bière puis des bouchons de liqueur. Ça a l'air un peu OK, mais c'est un bel objet, le bouchon, je trouve. Il y a des couleurs, il y a des designs, il y a des noms. Puis quand tu trouves un bouchon américain qui est en anglais, un bouchon local qui est en français, puis là, tu commences à échanger à l'international, parce qu'il y a beaucoup de gens à l'international qui collectionnent les trucs de bière, les bouteilles, les étiquettes, les bouchons. Fait qu'à un moment donné, tu deviens tellement bon, tu as des contacts, tu sais que ça existe, les échanges internationaux. C'est quoi, il y a un marché de ça? Comme les cartes d'hockey? Ben, même chose. Partout, là, j'avais 12, 13 ans. Ça, c'était plus... On prenait notre vélo, mon ami Jean. Mais à 13 ans, c'est normal de collectionner ça. Mais tu sais, si t'en as comme 52, puis... Ouais, mais moi, je te dirais à 18 ans, facile, je pense que j'avais comme... je sais que j'avais à peu près 12 000 étiquettes différentes de bière, de 100 quelques pays, puis des bouchons, je veux dire, peut-être la même affaire. C'est qu'à un moment donné, tu te fais des échanges, puis à l'époque, c'était le courrier, hein. T'envoies un courrier en République tchèque, en Russie, au Japon, en Argentine, en espagnol. Puis mes premiers balbutiements d'anglais, d'espagnol, c'est avec des correspondances de gens dans le monde pour échanger des bouchons. Fait que ça m'a ouvert sur le monde, sur le voyage. Fait que j'ai commencé dans la bière par la bande avec une collection de bouchons puis ensuite d'étiquettes. À 18 ans, je l'ai vendu. Puis j'ai recommencé à collectionner. Mais t'as vendu ça combien? J'ai vendu collection d'étiquettes, je vais dire 1000$ ou 1000 quelque chose, mais quand tu as 17-18 ans, tu veux une automobile en banlieue. Ah ouais. Puis là, quand même longtemps, 1000$, c'était... Ouais, mais il y a des étiquettes, c'est sûr, qui valaient comme 20-30$ l'étiquette. Des étiquettes très rares. J'avais une collection d'étiquettes du Canada, là. J'avais acheté ça de quelqu'un, puis là, je l'ai vendu la mienne. J'avais une des grosses... Puis j'avais 17-18 ans, puis j'avais une des grosses collections d'étiquettes de bière canadiennes. C'était épouvantable. Puis 1000$, ça devait peut-être valoir, je vais dire n'importe quoi, plusieurs autres milliers de dollars, beaucoup plus, là. Puis tes parents, genre, que tu collectionnes des étiquettes de bière, c'était pas propre. Mais ils ont pas fait comme genre, c'est pas qu'ils virent pas alcoolique, ce style-là. Hey, sûrement, mais nous, mes parents ne buvaient pas d'alcool. Mon grand-père, moi, oui. je fouillais dans les poubelles, fait que mes parents avaient peur que je vienne sans abri. Mais ça vient aussi avec les bouteilles vides à l'époque. Fait que là, en vélo, on va dans les dépanneurs, dans les épiceries, dans un sous-sol d'épicerie. Au lieu d'aller aux toilettes, on fait semblant qu'on va aux toilettes, puis on va au sous-sol d'épicerie. On dévisse
Les retours de Ouais. consigne, puis il y avait des bouchons encore de 750 ml, des grosses, des trucs de Coca-Cola, puis tout ça. Fait qu'on allait partout à Terrebonne, Mascouche, puis après ça, Montréal. Mais t'as 13 ans, 14 ans, tu traverses les ponts jusqu'au pont, jusqu'à Ville-la-Salle, à Labatt, puis à Crown, Cork and Seal, qui est une coupe. On a découvert à un moment donné qu'il y avait un petit CCS sur les bouchons. C'est Crown, Cork and Seal. C'est les fondateurs officiels à Chicago des années 1800 du bouchon. Puis quand on a découvert ça, on allait à l'usine de Crown, Cork and Seal à Montréal, de Terrebonne. Puis notre rêve, c'était d'arriver à Crown, Cork and Seal. Puis qu'il y ait des containers, des conteneurs remplis de bouchons. Puis quand on est arrivé là dans le cours, il n'y avait pas trop de caméras, pas trop de clôture. On arrive là, il y a des conteneurs, puis il y avait des bouchons. Moi puis Jean, on s'est lancé dans le conteneur de bouchons, mais il y avait plein de feuilles pas coupées de bouchons, parce que c'est quand même de l'aluminium et tout. On a pu se faire bien mal, mais la première fois, on n'en revenait pas. On nageait dans les bouchons qui avaient des défauts, parce qu'ils étaient dans le conteneur parce qu'il y avait des défauts. T'as déjà atteint ton rêve à cet âge-là. Mais ça a ouvert... The sky is the limit, hein? Ça a ouvert le voyage de l'anglais, l'espagnol. Ça a Je peux mourir en paix. Ouais. À 14 ans. À 14 ans à Montréal, nager dans les bouchons. Fait que ça m'a ouvert sur la bière. Ouais. Puis quand j'ai joué dans la ligue de garage de hockey après quand j'ai joué au hockey mineur, après ça, tu joues pour les adultes. Puis là, tu commences à sortir dans les bars. Puis là, ben, il y a de la bière qui entre là-dedans. Puis après le match de hockey, il y avait de la bière. Puis là, Unibrou est arrivé. Fin 80, début 90, Boréal, Saint-Ambroise, la Blanche, la brasserie RJ à Montréal et tout ça. Ben Fait oui, que man, ils font la Dead Valley. Oui, Ah ouais. entre autres. Fait que j'ai commencé avec la première génération de micro-brasseries post O'Keeffe, Labatt, Molson, que nous, moi j'ai connu à mon époque, il y avait juste 3 grosses brasseries, consortium. Et là est arrivé, entre autres, Unibrou, et ça a changé ma vie. Parce que c'était des bières de dégustation à la bulle parfaite. C'était extraordinaire. Là, c'est quoi? T'as-tu commencé à travailler pour eux autres? Non, pas du tout. Après ça, j'ai été étudiant. J'ai étudié le tourisme, la démographie à l'Université de Montréal, le tourisme à l'ITHQ, le tourisme au Cégep, puis l'anthropologie autochtone en 98 à l'Université 99 à l'Université Laval. Fait que j'ai eu un cheminement de quelqu'un de hors bière, mais la bière, je pense, ça m'a ouvert. Parce que, gros, des bouchons, les étiquettes, parce que quand tu vois d'autres langues, tu vois du design, tu voyages, tu sais. Puis là, moi, les avions, le train, les bateaux, je capote là-dessus, le voyage, là. Fait que ça m'a ouvert au monde, je pense. Ça a beaucoup contribué à ma vie. T'es-tu parti, mettons, de je veux ouvrir cette boutique-là locale? Ouais. Ben, t'avais-tu déjà une expérience en entrepreneuriat? Zéro. Tu pars de là, parce que moi, ce que j'avais, c'était une expérience de guide accompagnateur Québec, Canada, États-Unis. Fait que tu accompagnes des groupes en autocar, des groupes de 30, 40, 50 personnes, puis tu fais des circuits. Et aussi, ça dure combien de temps? Tu veux dire que j'ai été... non, ça dure combien de temps, le circuit, Quand c'est local, 3 à 14 jours, généralement. 14 jours, c'est des longs circuits, puis tu travailles très fort du matin jusqu'au soir. Okay. Fait que c'est la même affaire, ma tante, que genre, moi, je vais aller en Italie, mais je sais pas comment. Ben oui. Puis c'est une belle option. Tu as toute clé en main. Tu as un guide, tu as un chauffeur, tu as tous les repas, l'hôtel. C'est ça. C'est un groupe qui suit, puis après ça, il te montre des places. Je n'ai jamais fait de ma vie, mais c'est une option sécuritaire. Parce que moi, je suis sac à dos dans ma vie. T'sais. Mais pour revenir à ta question, j'ai commencé comme guide accompagnateur et guide de ville de Montréal. Donc, ambassadeur, j'ai toujours dit, ambassadeur de la ville de Montréal en tant que guide de la ville de Montréal l'été. Puis le reste de l'année, je suis sur la route. Puis j'étais ambassadeur à ma manière du Québec. Et au Canada puis aux États-Unis, ben, j'étais moins ambassadeur, mais j'étais content d'aller voir... tu commences ton circuit à Phoenix, Arizona, tu passes par le Nouveau-Mexique, tu vas à Utah, puis tu finis en Californie, à San Francisco. C'est des beaux circuits, là. Fait que j'ai fait tout ça pendant 13 ans. Mais après 13 ans, ton couple, t'as pas de couple parce que c'est toujours sur la route. Les enfants, oublie ça parce que c'est toujours sur la route. Fait qu'à un moment donné, je me dis, j'ai peut-être fait le tour du jardin. Qu'est-ce que je peux faire? Puis je rencontre quelqu'un, Suzy Laframboise, qui est ma copine à l'époque. Puis elle est bonne dans tout ce qui est structure d'affaires, paperasse, administration. Ouais, c'est ça. Fait que si t'as deux personnes qui ont des compétences différentes, c'est vraiment bien. Puis c'est quelqu'un qui se lance en affaires, puis ça prend une recette, tu sais. Puis Suzy, ben sans elle, je serais jamais parti en affaires. Puis on est partis ensemble et pour 1 an. Mais c'était l'idée à qui? À vous deux en même temps? C'était mon idée parce que la bière... Mais c'est parce que quand je te dis que j'étais ambassadeur du Québec, c'est quand j'étais à Vancouver. C'est beau.
Dans les Rocheuses, c'est beau. Puis quand tu es dans le désert états-unien, c'est beau. Mais quand j'étais à Tadoussac, quand t'es à la Côte-Nord, t'es dans Charlevoix ou peu importe avec des touristes, là mon cœur... Gaspé. Là, tu parles de la culture locale, tu parles des fromages, tu parles de la musique, tu parles de la politique, tu parles de tout. Ah. Fait que moi, c'était le ambassadeur du Québec à ma manière. Puis après ça, après 13 ans, avec Suzy qui était bonne là-dedans, j'ai dit « Hey, moi, c'est la deuxième vague des microbrasseries, j'aime la bière. Pourquoi pas faire une boutique 100%? » À l'époque, il y a 13 ans, 14 ans, en 2011, l'idée d'avoir une boutique 100% québécoise locale, là, parce que la boutique, le but, puis c'est dans la charte de la boutique, parce que j'ai fait une charte de la boutique, c'est 100% local. Toute la nourriture, toute la bière, et la loi a changé en 2017 pour vendre du vin québécois, parce qu'avant, on ne pouvait pas en vendre. Ben, j'ai changé le nom de la boutique de Le Biérologue, Le Vinologue, dans Hochelaga Maisonneuve. Ben, pendant 13 ans, ça a été 100% local québécois. C'était ça le but de la boutique. Fait que se lancer, tu rêves et puis t'es innocent. Ça prend de l'innocence. Si t'es pas innocent ou t'as pas le rêve, faut que t'aies une vision, je l'avais. Service à la clientèle, structurer quelque chose pour moi, c'est facile. Ou ça a été facile. Puis ma copine de l'époque, elle était bonne dans, comme tu disais, l'administration. Fait que les deux ensemble, c'était parfait pour partir en affaires, mais c'est pas facile de partir en affaires. Puis peut-être t'as des choses à dire là-dessus, mais tu connais ça aussi peut-être un petit peu, mais c'est toute une affaire. Parce que tu te lances dans le vide. Là. Ouais, ben tu sais, comme ma tante, je peux le comparer avec ma vie. Moi, j'ai pas eu à faire un gros investissement, tu sais, aller emprunter ou des affaires de même. Tu vas pouvoir rentrer plus dans les détails tout à l'heure. Moi, c'est comme moi qui s'en va en affaires. Tu sais, c'est comme si c'est moi le produit, tu sais. Fait que... Ouais, c'est vrai. Fait que... Mais je suis comme toi aussi d'un sens, mais ouais, je te suis. Ouais, ça peut se ressembler, mais tu sais, c'est comme moi, dans le fond, tu sais, c'est quoi mes contraintes? Trouver un appartement, essayer de me faire des contacts. Là, je suis surpris de ton studio, c'est beau, c'est confortable, mais le miroir au plafond, c'est pourquoi? C'est sexuel, ça, avec ma blonde. Ah ouais, c'est pour ça? Ouais. Parce que je me demandais, quand je suis rentré, c'est super beau, mais il y a un miroir au plafond, fait que c'est comme, OK. Non, c'est pour voir quand je suis bandé, quand que j'enregistre mes affaires. J'interviens pas là-dedans. C'est toutes sortes de niaiseries. Mais j'étais surpris de voir ce miroir-là. Il n'y a aucun miroir, de quoi tu parles? Mais tu parlais de ton studio, de l'appartement. Quand tu poses des questions connes, je réponds avec des affaires. À la maison, vous faites votre propre opinion. Tu manière, eux autres, tu peux pire affaire qu'ils ont entendu de moi. Non, sûrement pas. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça quand j'ai commencé. Fait que oui, c'est tough. Faut que tu y crois. Mais moi, à ma défense, je venais de perdre ma mère. Je venais de me sortir d'une relation de 5 ans avec une fille que j'étais en amour avec, que ça a été ma première relation. T'es capable d'aimer. Ouais, mais c'est déjà une bonne... j'étais... Avec le recul, je sais, mais moi, j'étais en dépression. Je pense pas que tu fais ça. Tu sais, je pense que c'est trop un gros mot. Fait que tu fais ça tu sais, partir de chez vous. Moi, en plus, j'avais la chienne de Montréal. Tu sais, Montréal, je pensais aller me faire attaquer dans la rue tout le temps. Tu sais, j'avais peur de ça. Fait que... Faire arracher les vêtements. Puis tout. Ouais, c'est ça, le style par des sans-abri. Tu sais, fait que... mais bref, fait que... Mais partir, c'est ça, c'est... Ouais. T'es en avion, t'as un parachute, puis t'espères que le parachute est ouvre. Mais c'est ça, mais toi, c'est encore pire, parce que toi, t'as tout misé, parce que c'est ça que tu m'as écrit, là, tu me l'as dit avant, c'est t'as tout misé, t'as pris toutes tes économies, j'imagine, toi puis ton ex-copine. Moi, mais j'ai pas eu de salaire, parce que c'est aussi ça, être entrepreneur. T'as des années... Oui, ça, pendant 3 ans minimum. Où tu pars, t'as pas de salaire. Le monde dit, hey, t'as de l'argent, il y a du monde. Il y a du monde, mais faut que tu payes tes frigos, faut que tu payes tout, là, tu sais. Fait que oui, c'est ça, absolument. Ouais. C'est puis que t'es allé emprunter aussi, t'as dit. Ouais. Ce que j'ai fait, c'est que on a fait une étude de marché. Regardez les quartiers à Montréal, parce qu'on est à Montréal. Les quartiers, à l'époque, en 2012, qui sont assujettis à acheter de la bière locale, parce que c'est pas tout le monde qui buvait de la bière locale, puis encore aujourd'hui, selon les statistiques. Il fallait trouver les... Puis moi, je les connaissais, parce que je connaissais bien Montréal. J'habitais à Montréal, puis j'étais guide de la ville. Mais il y avait comme 6-7 quartiers, là, tu sais, Verdun, Rosemont. Le plateau était déjà bien sollicité, point de vue offre de bière de microbrasserie. Mais t'es comme quand même plus unsick et tout ça. Fait que t'as plusieurs quartiers qui nous tentaient. Je connaissais aussi Hochelaga, voisin de Rosemont que j'habitais. Fait que, à un moment donné, si tu fais un plan d'affaires, tu regardes qui boit de la bière locale, où sont les consommateurs de bière locale, c'est dans ces quartiers-là. Fait qu'on a fait une étude de marché.
Faut vraiment structurer ta patente. Puis à un moment donné, on avait trouvé un local dans Rosemont, sur la rue Masson, en face de l'église, super. On avait signé quelque chose, mais il y a un restaurateur plus connu, moi je n'étais pas connu à l'époque, plus connu est arrivé, puis il était voisin. Il a voulu agrandir, il y a déjà un bail, il a voulu agrandir. Ils ont agrandi, puis le restaurant n'existe plus aujourd'hui. Mais j'avais le premier biérologue sur Masson en 2012 aurait été censé être là. Finalement, on s'est fait tasser. Puis, à un moment donné, dans Hochelaga, en faisant le tour des rues, je me stationne avec Suzy à l'époque, puis je vois un coin de rue, je vois local à louer, sur un coin de rue à 100 mètres du marché Maisonneuve, dans Hochelaga Maisonneuve. Donc, un marché public qui est ouvert 12 mois sur 12 mois par année. Il y a des marcheurs en masse. Il y a 2 arrêts d'autobus, un coin de rue, des feux rouges. Puis je suis en Hochelaga parce que les gens sont très québécois en termes d'ethnicité, si on peut dire. Puis c'est un des quelques quartiers de Montréal qui buvait le plus de bière locale déjà. Quand j'ai vu le local, j'ai dit... C'est là, c'est l'endroit. On a appelé, le prix était dérisoire. Il y avait des grillages dans les fenêtres, on les a enlevés tout de suite pour rendre ça accessible et ouvert. Tu sais. Mais c'est de se lancer, puis après ça, il faut que tu passes à la banque. Comme tu dis, c'est de faire un emprunt, mais il faut que tu aies un bon dossier. Puis après ça, moi, quand on était accepté, moi, j'avais des REER, mais quand j'étais étudiant longtemps, je mettais 500. À 18 ans, j'ai mis 500 piastres de REER à l'âge de 18 ans. À 19 ans, tu mets 500. Tu es étudiant, tu sais. Puis je vivais pas... Je suis parti chez nous, j'avais 17 ans. Tu sais, j'étais autonome. Il fallait que tu travailles, et cégep et tout ça. 500 piastres. À chaque mois? À chaque année. À chaque année. Pas beaucoup, okay. Mais tu es étudiant. Ouais. Mais tu commences. Le but, c'est de commencer. Après ça, tu mets 1000 piastres. Puis là, tu commences à travailler comme guide à l'âge de 30 ans, plus ou moins. Tu as même une petite affaire plus. Mais là, à 40 ans, il faut que tu aies un fonds pour que la banque accepte de te prêter, la Caisse populaire à l'époque. Puis moi, j'ai mis tous mes REER. Je dis pas que j'avais des centaines de milliers de dollars, mais toute ma vie patrimoniale que j'avais, depuis l'âge de 18 ans, j'ai mis toutes mes REER là-dedans, puis j'ai dit, je mets tout. Il faut que tu y crois. C'est jouer au poker. Tu joues tes cartes, puis tu as les cartes dans les mains, puis tu laisses les cartes partir de ta main, puis ils peuvent plus revenir. Tes REER, ils reviennent plus, là. T'es foutu, ça marche pas. Ouais. Fait que t'as emprunté, tous tes REER sont partis. T'espères d'avoir la bonne recette. Mais t'es bon pareil, parce que tu sais ça, je dis que c'est pas la même affaire, parce que moi, je ferais jamais ça, tu sais. Je suis pas un gambler, puis je suis pas en train de dire que tu l'es, là, mais tu sais, moi... Je pense que 2% des gens qui sont en affaires, tu sais, moi, jouer le de même, là, non, moi, il faut déjà que j'aille un fonds. Tu sais, comme moi, l'argent que je mets, c'est de l'argent que je suis prêt à perdre. Parce que je m'en calisse. J'ai déjà d'autres plein d'alternatives que je sais que... Ouais. Fait que, tu sais, moi, c'est pour ça que... mais moi, c'est ça, je ferais... Non, c'est sûr que pas ça, d'y repenser... C'est trop risqué. Ça arrive ça fait 14 ans, ça, ou 13 ans. J'étais un gros anxieux, en plus. Mais je le ferais plus maintenant. Parce que là, je suis plus âgé, j'ai plus 40 ans, mais à 40 ans, c'était... Tu sais, un gars, moi, j'étais un homme, à 40 ans, j'étais au top de ma forme physique. Ouais. J'étais bien. Tu rentres au restaurant, ils tiennent la porte, monsieur. Tu sais, quand tu as 18 ans avec ta copine, ils disent pas monsieur, puis ils te mettent dans le coin, puis au projet toilette. T'sais. Mais quand tu as 40 ans, tu peux avoir potentiellement de l'argent. Tu te sens mieux. Fait que là, à 40 ans, je me sentais bien. Ah, tu es un consommateur. J'ai investi, mais j'ai investi toute ma vie, dans le fond. Ouais, tu pars, puis tu rêves, puis tu travailles. On en parlera, tu travailles. Mais c'est ça, avant qu'on y aille, tu présentais la deuxième bière? Ou... Donc là, on a... Ah ouais, vends-nous ta patente! C'est vendre les régions du Québec, dans le fond. Tu sais, là, j'ai Charlevoix dans les mains, la flacatoune, qui veut dire un peu bière dans vieux français. C'est tellement beau, c'est beau, flacatoune. Charlevoix, ben oui. Tu sais, moi, je suis pas fermé au monde, tout ça. Moi, j'aimerais tellement aller voir l'Italie, l'Égypte, Stockholm. Je suis allé. Tout ça, là, il aurait fallu que tu fasses ça pendant que tu le dis. Mais tu sais, mais moi, le Québec, là... j'en viens du Saguenay en fin de semaine passée. On l'appelle le Royaume et le fjord. Ouais. Le fjord, c'est géant. C'est très, très spectaculaire. C'est spectaculaire et c'est gigantesque. Moi, ce que j'ai fait, j'ai traversé Rivière-du-Loup, puis je suis arrivé à Saint-Siméon. Puis après ça, tu arrives à quelques minutes après, tu arrives dans les monts. Tu es dans les Laurentides, dans Charlevoix, automatiquement.
Puis après 20-30 minutes, tu es au Saguenay-Lac-Saint-Jean, point de vue touristique. Ah, Mais là, tu arrives, tu es dans les montagnes. C'est la région une des deux routes du fjord. Tu as une route du fjord au sud du fjord. Tu arrives à Saguenay-Chicoutimi, Ville de la Baie, Chicoutimi. Puis après ça, tu traverses Saint-Fulgence, puis tu arrives à Sainte-Rose-du-Nord. C'est le fjord du Nord. Mais les villages, L'Anse-Saint-Jean, le petit Saguenay. Puis quand tu es sur le bord du fjord, puis tu es sur le fjord sur une croisière. Non, c'est gigantesque, le fjord. C'est autant de montagnes à l'extérieur visibles que d'eau profonde. Tu sais, c'est des 300 mètres et plus, et c'est des 300 mètres et plus de montagne. La ville de la Baie, tu sais, moi, j'étais allé j'ai là. aimé ça. J'étais allé là 2 fois. Ouais. La ville de la Baie, j'ai aimé ça. La première fois de ma vie, j'y allais. Je connais beaucoup Saguenay, mais pas de la Baie. Ouais, moi, j'ai mes chums, là, Horloge Chimard, là. Ouais. Débile là, merde. Mais lui, il est très saguenéen. Ouais, merde. Fait que là, tu sais, c'est des bons amis, puis je dis ça avec affection, là. Mais, ça, ces estis-là, j'avais été faire mon show, là, puis tabarnak, il était défoncé raide. Ils ont pas scrappé mon show. Ça a donné une aventure, là, tu sais, durant le spectacle. Mais par exemple... T'as-tu visité autour un peu? T'as-tu la chance ou pas? Ouais. On a fait un peu le tour, tu sais, c'est plate parce qu'il pleuvait, là, mais on s'est quand même promené, c'était de la petite mouillasse, là, fait que, tu sais, j'ai quand même été de voir, c'était cool, ça a même donné une autre ambiance, fait que c'était le fun, mais... Mais là, on a ouvert une bière de Charlevoix. OK, ouais, c'est Saint-Paul, ça. Flacatoun. Flacatoun, c'était peut-être ma première bière à la boutique emblématique que je vendais. T'as une belle levure belge, mais pas trop, parce que les Belges, c'est les bières peut-être les plus colorées, les plus spectaculaires. T'as souvent un beau col. Ça, c'est belge? Ouais, puis c'est d'inspiration belge. C'est une belge forte, là. Mais c'est une belle bière, la Flacatoun. C'est une bière un peu plus forte à 7%. Puis, non, c'est un gros coup de cœur. Puis Charlevoix, on mange bien à la microbrasserie. Eux autres sont spécialistes des bières belges. Fait que si tu vas à la brasserie de Charlevoix, t'as des bières de type anglaise, mais les bières de type belge, c'est parmi les meilleures au Québec. Puis ça fait quelques décennies qu'ils existent, sont spécialisés en bières de type belge, parce qu'il y a des types lager et, je veux dire, tchèque, allemand, anglais, puis belge. Puis belge, c'est spectaculaire souvent leur bière. Une microbrasserie, mettons, ta meilleure là, que tu dirais pour les bières rousses, là, spécialisées dans les rousses? Ben, les rousses, c'est des types soit irlandaises ou anglaises. Ouais, c'est ça. T'as des brasseries au Québec qui spécialisent dans les bières anglaises. Le Corsaire, près de Lévis, est spécialisé en bières anglaises. T'as à Montréal les Shop Angus, la brasserie Angus, Shop Angus, sont dans les bières anglaises. Fait que tu recherches, ça dépend. Si on est juste en mode juste sympathique, tous les microbrasseries, en général, les brasseries font un bon travail. Mais si on cherche, exemple, Charlevoix pour des bières belges, ils sont de renom pour ça. Mais je te dirais, si tu es dans le Grand Montréal, tu traverses, tu viens à Montréal, les Shop Angus, il y a la brasserie Shop Angus, super beau comme bière anglaise. Puis sinon, près de Québec, Corsair fait un bon travail. Là. OK. Moi, j'aime... C'est des bières maltées, dans le fond, les bières... Mille-Îles, là? Oui, Mille-Îles font un bon travail, bon, pas cher. Tu sais, bon, pas cher. Parce que c'est ça, ils sont souvent dans toutes les hosties d'épicerie, là, eux autres. Oui. Puis une rousse d'eux autres, ben, je pense que ça fait partie de mes préférés, la rousse irlandaise là, qu'ils font. Là. C'est des bières maltées, c'est des bières apaisées, souvent. C'est des bières, c'est comme un pain liquide. Ouais. Fait que ça se boit facilement. C'est pour ça que souvent aussi, il y a les bitter. Bitter, pas sur le sens anglais d'amer, mais bitter, c'est des bières à 4% d'alcool. Ça se boit bien, c'est peintable. Ça se boit, tu peux en boire 2-3, parce qu'ils sont 4% d'alcool. Ça se boit super bien. C'est des bières douces aussi. Fait que la couleur de la bière, ça n'a pas d'incidence sur la force. C'est pas à cause qu'elle est noire qu'elle est forte. C'est parce que tu as des bières noires qui sont douces. Puis tu as des bières comme celle-là, c'est une blonde, mais à 7%. Elle est quand même plus costaud. Puis tu as quand même des bières blondes, des triples belges. C'est des 8% plus. Fait que il n'y a pas de corrélation entre la couleur de la bière et l'intensité en bouche. Ah, ben c'est cool. Thank you. Fait que oui, Charlevoix, coup de cœur. Ouais. Ben parfait. Puis avant qu'on parle de ça, tu étais en train de me dire que justement, tu avais tout misé pour que ça marche, ce calice de boutique-là. C'est dur, les premières... ouais. Ça a-tu pogné à partir du début? Oh là, il faut se rappeler des débuts. Moi, j'ai ouvert en 2012. On a béni avec le verre de... c'est l'eau bénite qu'elle s'appelait?
la bière de Unibrou. J'avais le verre de Unibrou eau bénite. J'ai fait venir le curé de la paroisse, juste symboliquement, avec son eau bénite. Il a béni la boutique, la porte d'entrée. Il y avait une file d'attente. Il y avait des gens qui voulaient que la boutique ouvre parce que j'ai tout refait. On a tout refait à l'intérieur de la boutique. Ça a pris 3 mois à refaire le plancher, les murs, refaire les divisions, peinturer. Ah, c'est pour ça que c'était pas cher, sûrement, aussi. Oui, il fallait le revamper. Ouais. Il fallait investir là-dedans. Puis j'avais un homme à tout faire qui m'aidait, tout ça. Fait qu'on a tout revampé la boutique. Puis j'avais les vitres. Les vitres avaient du papier brun. Sauf j'avais laissé une petite ouverture pour qu'on regarde, tu sais, les gens qui regardent là, les travaux, les constructions, tout ça. Fait que le monde se penchait et regardait la boutique. Puis, puis j'avais mis des vieilles bouteilles de Dow, des bouteilles des années 50 dans la fenêtre. Puis j'avais marqué un truc. Suivez-nous sur Facebook. Aimez-vous les bonnes bières? Fait que là, les gens commencent début de Facebook, commencent à nous aimer. C'est des bonnes années, ça. Là, c'était des bonnes années. Les gens étaient curieux de la bière. Tu sais, les robinets des algorithmes, ils étaient encore full ouverts. Ouais. Genre... Fait que moi, de 1000, 2000, puis j'étais pas ouvert encore. J'avais des centaines de personnes qui nous suivaient. Puis les gens voyaient, le biérologue, tu voyais pas dans vite qu'est-ce qui s'en venait. Aimez-vous les bonnes bières? Les gens cliquaient, allaient voir, ils voyaient une bière sur le bord de la fenêtre, mais ils voyaient les travaux pendant 3 mois. On a travaillé fort pour rendre ça beau. L'ouverture a tellement bien été, mais la veille de l'ouverture, là, j'ai travaillé... parce que juste avoir des permis d'alcool, on a eu un prêt, nous autres, mais on n'avait pas encore notre permis de commerçant. On n'avait pas encore notre permis d'alcool. Fait que la banque nous a accepté sans les permis, parce que tout est une question de temps à un moment donné. Tu as un local, il faut que tu payes la location. Tout a commencé, mais tu n'as pas encore vendu une seule bière. Non, tu n'es pas encore en marché. Puis de recevoir, je pense que la majorité des bières et de la nourriture que j'ai reçues pour l'ouverture du 20 octobre 2012, sûrement que la majorité des produits, je les ai reçus la semaine de l'ouverture. Fait que tu es stressé, tu veux que ça rentre. Faut tes étiquettes, faut tes rentres. Tu remplis les frigidaires. Puis je me rappelle, à 4 heures du matin, on pleurait. Moi puis Suzy, on était à genoux. On était juste 2 à remplir les frigos, là, à 4 heures du matin. Puis on ouvre à 10 heures, là. À 4 heures, on est parti, on allait se coucher jusqu'à 6 heures. 6 heures, on repart. Peut-être à 7 heures, on était à la boutique ou 6 heures, quelque chose. Dû dormir, on là. continue. T'aurais dû dormir, là, tant qu'à y être. On braillait, puis on disait, dans quelle affaire que tu te lances, là? Puis c'est incroyable, les histoires à dormir debout, mais on a vraiment travaillé fort pour ouvrir. Puis quand on a ouvert, de voir une file d'attente, qu'on a créé un buzz avant l'ouverture, c'était ça qui est le but, là. Faut que tu crées un buzz, faut que tu crées un événement. On a créé un événement, un mystère. Les gens ont vu qu'il s'en venait quelque chose. Puis aussi, Hochelaga, en 2012, c'était un Hochelaga qui était encore en difficulté. Puis à peine il y avait une résurgence d'Hochelaga. Parce que quelques années après, il y a eu nous autres, il y a eu des cafés qui sont arrivés, puis on a fait 1 + 1 + 1 + 1, qui a fait que Hochelaga est rendu cool. Okay. Mais Hochelaga était pas cool avant. Puis là, 1 + 1 + 1 + 1, ben là, Hochelaga, les médias en parlent. Il y a un bon restaurant, les médias en parlent. Oh, il y a le biérologue, il y a le marché. Et là, il y a les condos. Puis quand les condos s'annoncent, ils disent à côté du Hoche Café, qui est maintenant le Canard Café, et à côté du biérologue. Là, tu regardes les condos, les nouveaux condos dans Hochelag. Puis là, tu vois, pour attirer le monde, c'est le marché Maisonneuve, c'est le Parc Olympique, c'est le Canard Café, c'est le biérologue, tu sais. Fait que c'est ça, c'est de placer. C'est une référence. C'est une référence. C'est devenu un classique. Tu sais. Mais c'est un client à la fois au début. On a ouvert, j'avais un tabouret, puis j'avais un client à la fois, puis on jasait comme un magasin général ou comme des années sûrement 60. Ça jasait. Le magasin général du coin, c'était moi. Je prenais le temps d'écouter les gens, leurs problèmes, tout ça. Ils achetaient une bière. C'était un client à la fois. Fait que ça a été dur, mais ça marchait dès le départ. Mais j'ai pas eu de salaire pendant, je veux dire, 6 mois, 8 mois, 10 mois, je sais pas. Parce que tu réinvestis tout dans ta compagnie. Tu réinvestis tout, puis tu payes, faut que tu payes tes factures toujours parce que la bière rentre. Ouais. Puis non, Suzy, elle a assumé de me nourrir. Là. Puis c'est vraiment ça. Elle me nourrit pendant des mois que j'avais pas de revenus. J'ai tout mis mon argent, j'ai plus d'argent. Le compte de banque est à 0, là, ou mes REER sont à 0. Fait que t'es dans l'action, tu y penses pas trop. Mais après ça, à un moment donné, ça vient te chercher parce que t'es en couple. Mais avant que tu sois en affaires, t'es en couple. Le soir, techniquement, tu peux voir ta blonde. Mais quand tu travailles, parce que moi, j'étais le seul employé pendant des mois. Fait que t'ouvres le matin
avant que la boutique ouvre. Donc, tu nettoies, tu prépares ta boutique, tu as une livraison ou deux, tu ouvres les lumières, tu passes le balai. Puis, tu arrives le soir. Moi, je finissais à 9h le soir, les jeudis, vendredis, samedis. J'ai fait toutes les 12 heures, les 13 heures d'ouverture. C'est moi qui les ai fait. Puis, tu arrives à la maison, puis tu es brûlé. Tu as juste la boutique en tête. Le hamster, il continue à tourner sur l'oreiller. Fait que tu n'as pas d'argent. Tu as bien l'histoire, tu as des tracas, tu as toutes sortes de choses que tu peux penser en tant qu'entrepreneur, puis tu as travaillé fort. Puis, oublie, à un moment donné, après des mois, et c'est ça qu'après 1 an, notre couple a éclaté parce que tu n'as plus le temps. T'as plus la tête là, t'as pas de sexe, parce que t'as pas d'énergie, tu penses plus à ça. Fait que le couple a explosé. Fait que c'est des sacrifices. Tu te lances en affaire. Ça bat de l'aile un peu plus dans ce temps. Tu te lances en affaire, là. Si t'as des enfants, si t'es en couple, il y a bien des affaires, comme tu dis, qui peuvent envoler, là. Fait que c'est un pensez-y bien, il faut être bien structuré au départ, puis faut pas être tout seul. Parce qu'après 1 an, moi, j'étais seul. Fait qu'à un moment donné, t'as des employés, oui. Tu as un gérant, après 3 ans, j'ai eu un premier gérant, mais ça reste que c'est toi qui 24 heures sur 24, puis j'ai des aventures de premier voyage, puis dès que le premier voyage, c'est dans l'avion, puis les premiers textos que tu as, premier voyage que j'étais à... Ah oui, rapidement, une anecdote. Ma première vacance, je vais dire 2015. Première vacance en 3 ans et demi. Ouais, c'est vacances. ça, c'est ouvert en 2012. Je m'en vais aux îles de la Madeleine. Montréal, Québec, Québec-Gaspé. Je suis sur le tarmac à Gaspé dans mon avion. Les premiers textos, là, je sais pas si j'avais un flip-flop, j'avais un premier texto, et ça me dit, c'est une de mes amies du quartier, elle dit, David, je suis à la boutique, mais elle n'est pas ouverte. Mais là, il est 11h. Elle ouvre à 10h ou quelque chose comme ça. Je dis, première vacance, je suis dans l'avion, je suis content. J'ai un gérant, fait que là, tout de suite, je suis dans l'avion, j'ai comme 2 minutes. J'ai appelé mon gérant, j'ai dit, tel employé n'est pas rentré ce matin. Mon gérant, il dit, tabarnak. Lui est rentré pour ouvrir la boutique, peut-être 1 heure en retard, mais la première vacance que tu dis, je vais me relaxer pendant 1 semaine aux îles de la Madeleine, t'es dans l'avion, puis tout de suite, quelque chose ne marche pas. Après 3 ans, tu n'as pas eu de vacances. C'est, hey, je vais-tu pouvoir relaxer un jour? Fait que c'est des découragements, c'est de la force mentale, puis on en viendra plus tard, parce qu'on a la COVID éventuellement. Ouais. Mais c'est de la résilience que tu ne sais pas que tu as en tant qu'humain. Puis tu as de la résilience que tu te découvres à un moment donné. C'est ça, tu sais, c'est parce qu'il y en a, tu sais, je trouve tellement qu'ils sont injustes dans leur critique des entrepreneurs. Tu sais, parce qu'on dirait que. Parce qu'en même temps, c'est un peu ça le front, là, tu sais, là, c'est ça là, un peu c'est que tu vends que, hey, c'est beau, ça marche, c'est tout ça, tu sais, tu regardes ça de l'extérieur, tu fais, c'est facile, tu sais, mais ça montre tellement pas tous les efforts qui sont mis, tous les risques. Tu sais, il y a énormément de risques, là, tu sais. Fait que là, tu sais, des fois, je trouve que le monde sont injustes quand ils font comme s'il fait plein d'argent ou fait. Ben oui, mais qui en profite, ça fait. Il a tout misé pour mettre là-dedans. Tu sais, ça veut pas dire, par exemple, de le faire au détriment des gens mais. Par exemple, tu sais, que s'il fait de l'argent puis il crosse personne, ben qu'il en fasse d'argent. Ouais. Hey man, quand t'es entrepreneur, puis ça, c'était Dana White qui le disait, tu sais, le président de la UFC, là. Peut-être pas le meilleur exemple, parce que je sais qu'il y en a qui l'aiment pas, mais je trouve que ça représente bien qu'est-ce que les entrepreneurs vivent. C'est qu'il dit, OK, ouais, mais si t'es entrepreneur, oublie toutes les fêtes de tes enfants, oublie toutes les fêtes, les congés. J'en ai une bonne, tu sais, comment t'appelles ça, les Noël puis tout ça, tu sais, tout ça, il faut que tu oublies ça, man. Tu sacrifies tout plein de moments que t'as pas avec ta famille. Ben, ça te prend tout. Ça te prend tout. Ça te prend tout ton jus, là. Fait que quand il y en a, man, qui chient puis qui cassent du sucre sur ce monde-là, peut-être des fois, ils le font avec raison. Peut-être qu'il y a certaines situations, certains contextes qui l'expliquent, mais tabarnak, la plupart, la grosse majorité, là, tu voudrais-tu le matin être agriculteur? Ils ont risqué tout. Être agriculteur avec les changements, avec les températures, les récoltes, puis la sécheresse. Voudrais-tu demain matin être politicien? Voudrais-tu... Tu sais, il y a des métiers comme ça qui sont vraiment exigeants. Mon meilleur ami était politicien pendant 12 ans. C'est un métier intense. Ouais. Puis là, maintenant, la différence, les politiciens, ils nous doivent des comptes, ces calices-là. Tu sais, fait que
Mais peux t'es comprendre investi, le je peux monde te qui est dire en qu'ils sont tabarnak. investis là, en général. Ouais. C'est prenant. Puis, Mais tu sais, c'est pour ça que tu sais, les entrepreneurs, tu fais mal à personne, tabarnak. Puis je parle pas du capitalisme sauvage. Que Mais là, on parle... ils vont tout détruire, puis ils se calissent de tout le monde du moment qu'ils font leur petit Mais dans le cas, on profit, parle de là. terroir, on parle de produits non, c'est locaux, ça. on parle de... Tu sais, ça, parce là. qu'on a connu aussi le vandalisme, les fenêtres qui éclatent la nuit, tu dors. Moi, j'ai eu pendant 13 ans d'entrepreneur, là, j'avais toujours mon téléphone près du lit. Ouais. T'es à côté du lit. Il a Table sonné une de couple de chevet, fois. là, Là, ouais. ouais. Il a sonné une couple de fois la nuit. Là. Les systèmes d'alarme qui partent, des fenêtres défoncées, des vols, des portes défoncées. Puis là, il est C'était 3 quoi? heures du matin. C'était- Il y a un peu de tout, la gentrification. Puis dans Hochelaga, mon opinion est vraiment mon opinion. J'ai trouvé que dans Hochelaga, la gentrification, d'avoir des condos et tout, il y avait un équilibre. C'était pas sauvage, c'était pas extrême. Oui, il y a eu des nouveaux condos, mais pas extrême. Puis quelques commerces, le Aroma, il y a quelques cafés. Tu veux-tu expliquer un peu c'est quoi la gentrification Ben, c'est pour ça, ceux qui savent pas c'est des quoi? quartiers qui sont plus bas que la moyenne, peut-être en termes de revenus, des familles. Un Quartier peu plus ouvrier. Quartier ouvrier, historiquement, c'est ouais. ça, comme Hochelaga dans notre cas, à Montréal. Fait que les loyers sont pas chers. Les loyers sont pas chers, Mais t'as en même- raison, c'est Mais ça. en même temps, il y a plein de criminalité, esti, puis... Ben moi, comme je dis, j'avais des grillages dans la Ouais. vitre de la... Je les ai vendus. Je pense que j'ai vendu ça 100$. Mais c'était juste pour dire, j'ai un 100$, 125$, 150$ qui entrent dans mes poches. Mais je voulais rendre ça pas Hochelaga, justement, rude. Hochelaga, bienvenue, tu sais, bienvenue chez nous au biérologue. Puis ce que tu dis, gentrification, c'est ça. Donc, il y a des gens, parce que il y a des anciens bâtiments qui étaient des industries à l'époque, ils sont pas utilisés beaucoup. Ils se transforment en piquerie, esti. Ils pourraient. Fait que sinon, ça peut être des bureaux ou des appartements, des condos. Fait que j'ai trouvé qu'Hochelaga, c'était un équilibre. Mais à un moment donné, il y a des gens qui n'aimaient pas ça, puis ils se voyaient menacés, puis il y a des... Puis Ben, il y a eu des... Il y en a, c'est des idéologues, là, Ben, il y a aussi, eu là. des pots de peinture. Ouais. Il y a eu des vitres brisées. Mais là, il est 3 heures du matin. ADT, les alertes Système d'alarme part. ADT t'appelle. Monsieur, vous avez un système d'alarme. Il y a un bris de vitre, un bris de fenêtre côté ouest de votre bâtiment. Là, tu te rends. La police appelle. La police est là. T'arrives. Là, c'est un traumatisme. T'arrives et tu vois ton magasin violé. Là. Tu te sens comme ça. Tu vois une vitre brisée, la vitre par terre en éclats. T'es presque en pyjama à 3 heures du matin. T'es pas réveillé. Puis là, tu te dis, aïe, aïe, qu'est-ce que je fais ici? Tu passes le balai, ça fait du bruit de vitre. T'appelles le vitrier qui est 24 heures sur 24. Puis il vient prendre les mesures, il te met une vitre temporaire. Là, il est rendu 6 Je heures. pensais que c'était le plywood qui te calisse. Moi, j'ai pas connu ça, mais il y avait une vitre temporaire. Ouais. Puis le pire, c'est que la semaine d'après, il vient de poser la vraie vitre. Puis moi, j'avais des vitres en plus que c'était un lettreur qui avait fait à la main. C'est pas un collant, là. Ben, c'est ça que... C'est une belle vitre faite à la main par un lettreur. C'est le dernier lettreur qu'on pense au Québec. Pierre Tardif, lettreur, justement, il fait des voitures de course, il fait des camions, il fait des devantures de bâtiments, des vitres à l'année 20, 30, 40, 50. Fait que ma vitre est défoncée. Puis le gars, en plus, une semaine après, il revient poser ta vitre. Mais c'était pas allumé, là. Le gars, il repart avec la vitre temporaire que tu as payée 400$. Je sais pas combien qu'elle vaut, là. Disons que je lance un prix. Il repart. Je dis non, je l'ai payé 400$, cette vitre-là temporaire. Si ça pète, j'ai une vitre temporaire. Excuse-moi, je vais récupérer la vitre. Le gars, il s'essayait. J'ai été un sinistré. Mhm. Puis même dans ta semi-catastrophe, il veut te rouler. Fait que c'est dur d'être en affaire parce que tu te fais rouler toi aussi. Si t'es fatigué, t'as pas d'expérience. alerte, là, ouais. Le gars, il part avec sa vitre. 400$. Et lui, il fait juste tailler à peine. Puis il se fait de l'argent tout le temps à vitam aeternam. Mais moi, j'ai cette vitre-là dans la boutique encore cachée derrière les frigidaires que s'il me fait défoncer encore, ben on a une vitre, on a économisé 400$. Mais il voulait partir avec. J'ai dit non, elle est payée, cette vitre-là est à moi. Mais tu sais, il faut être allumé, puis on se fait avoir où il y a des vols, il y a des... Ouais, c'est ça. On a eu une inondation aussi en 2000. En 2024, inondation aussi. Fait que on en voit des choses, là. Fait qu'à un moment donné, puis l'inondation, c'est post-COVID, là. Fait que je te dirais qu'à un moment donné,
la résilience. La résilience. Les vols à l'étalage, c'est quoi ça? C'était juste... Ben, t'en as tout le temps. On a des caméras, mais... Non, mais c'est un petit bas, mais c'est un sans-abri? Ben, il y en a eu plusieurs. Sauf que depuis la COVID, je te dirais, c'est une autre genre d'autres genres de personnes. Maintenant, ils entrent dans la boutique, ils prennent de quoi? Ils sont même pas gênés, ils se cachent même pas. Prennent la bouteille, ils sortent. Puis moi, qui est c'est ma boutique, c'est mon bébé, je devrais pas courir après quelqu'un. Mais j'ai des bonnes jambes, puis c'est pas rare que je courais après personne. Tu le pognes, ou bien... Mais ils ont plus... Ce qui arrive avec la nouvelle situation depuis la COVID, ils ont plus peur. Les polices ne viennent pas. Les polices sont attitrés à s'occuper des gens qui sont sans abri. Au lieu de passer 20 minutes avec un cas il y a 10 ans, ils passent 90 minutes avec un cas maintenant. Ils sont rendus des psychologues. Au lieu d'avoir... ils sont surchargés. Ils sont surchargés. Fait que pour un vol à l'étalage, ils viennent plus. Fait que les gens, ils savent. Les gens qui volent, ils savent. Ils ont plus de... Beaucoup n'ont plus de... Je n'ai pas eu plusieurs. Ils n'ont plus de scrupules. Ils n'ont plus de scrupules. Ils prennent le truc. Ils savent qu'ils n'auront pas de problème. Ils s'en vont. Ouais, puis en plus, j'imagine qu'ils ne sont pas dans le meilleur de leur vie. Là, fait que le jugement, il n'est pas trop là. Ben, il n'y a pas de conséquences. Ouais. Tu sais, quand j'étais jeune, j'en ai volé des Yoplait quand j'allais chercher mes bouchons. Là. Je faisais Montréal, Terrebonne, Montréal. Il fallait boire dans ce temps-là. On n'avait pas de bouteille d'eau. Là. On était des dépanneurs, puis quand t'as 14 ans, ben, j'en ai fait des petits vols, des petits trucs à 1 piastre. Là. Mm-hmm. Je connais ça, puis c'est quand tu as une bonne stratégie. Puis, mais là, maintenant, ils se cachent plus. Là. Ils se cachent plus, puis sont... Ouais. Puis ça représentait, c'était-tu beaucoup? Y a-tu beaucoup de vols? Ça ressemblait à quoi? Non, parce que il y a aussi ça, quand tu fais une boutique, il faut que tu aies une boutique intelligente. Il faut que tu aies un tracé. Il faut que les gens fassent un 360. C'est pas requin de dire ça, mais il faut que les gens aient une expérience dans la boutique. S'ils rentrent puis ils sortent, tu n'as pas d'expérience. Il faut qu'ils parlent aux employés. Les employés, il faut qu'ils parlent aux clients. Tout était calculé pour qu'il y ait un genre de trajet dans la boutique. Fait que c'est pas facile de voler. Comme le Ikea? Bon, pas à ce point-là. Mais oui, t'as un trajet intelligent pour que les gens voient que t'as du vin, t'as du terroir, puis t'as de la bière, puis qu'ils voient que t'as pas juste de la bière ou t'as pas juste du vin. Fait que c'est pas si facile à voler parce qu'on est bien positionné. Tout est pensé. Je suis bon dans le design. Puis j'avais une designer avec moi parce que j'ai agrandi la boutique en 2017-2018. Puis j'avais une designer, puis moi, je suis bon dans le design. Fait que on pense à ces choses-là. Là. Tout à l'heure, tu parlais de justement... ça a pris beaucoup de ta santé mentale, là, mais ça ressemblait à quoi, là, ça? Là, à quel point que t'es omnubilé par ça, puis il y a juste ça qui compte. Tu as parlé que ça a coûté ta relation amoureuse, mais tu sais, genre ta famille, comment ils vivaient ça, tes amis. T'es vois plus beaucoup. Ben moi, parce que moi, j'étais une personne qui est bon à faire une chose, mais j'en fais une. J'étais pas capable de sortir de mon personnage du biérologue, puis de dire le soir, je vais voir mes amis, je fais un souper. J'étais vraiment biérologue. C'est 24 sur 24 dans mon cas. T'es sur scène 24 heures sur 24. T'as un spotlight sur toi, là, 24 heures sur 24. Dans mon cas, c'est comme ça, moi, je le vivais. Il y a des gens qui sont capables de sortir du cadre. Pas moi. Ça, c'est perso à moi, c'est mon problème. Ça, c'était ma situation. Mais une anecdote, ma grand-mère, elle était à Saint-Eustache à l'hôpital. Et l'hôpital m'appelle, on est samedi après-midi, on est 3 sur le plancher, parce que c'est une boutique de quartier, pour les gens à la maison qui ne connaissent pas le biérologue, c'est une boutique de quartier. On était 3 sur le plancher un samedi. On appelle en mi-après-midi, Monsieur Deschênes, votre grand-mère, on pense que c'est bientôt, il faudrait que vous veniez à l'hôpital, lui dire au revoir. Je savais que ça s'en venait. Fait que là, je dis à mes coéquipiers, mon gérant de l'époque, je dis, ma grand-mère elle va décéder dans les prochaines minutes, prochaines heures. Puis je continue à placer des bouteilles. Mon gérant, il vient me voir, David, qu'est-ce que tu fais? Je place des bouteilles. T'es pas là. Ben oui, ma grand-mère est en train de mourir, est à 40 minutes de route, 30. Au lieu de dire, hey les gars, pouvez-vous me remplacer, c'est urgent, puis ils comprennent, c'est sûr. Moi, je suis encore à placer des bouteilles. Je suis dans mon monde. Ça n'a pas de l'air cool. Là. Ben oui, dans 1 heure, moi, y aller. Tu sais, quand ça va être placé, quand ça va être droit, là, quand ça va être parfait, je vais aller voir ma grand-mère. Alexandre Sirois, qui est maintenant propriétaire d'une brasserie dans les Laurentides, Camp de base, qui est mon gérant, il dit, David,
Va-t'en, là, va-t'en. Puis il m'a vraiment presque pris physiquement. Il a ouvert la porte arrière comme Elvis, là. Elvis left the building. Puis je me rappelle, les deux gars, ils disent va-t'en. Ah oui, je vais y aller. Ah oui. C'est pour dire combien t'es omnibulé. Dans mon cas, là, j'aurais quasiment pu ne manquer ma grand-mère. C'est une anecdote de dire comment ça peut être prenant. T'es concentré, la perfection dans mon cas, faut que ce soit propre, faut pas que ça dépasse. Moi, je suis un perfectionniste. Donc, ma boutique, je suis un peu à l'européenne. Avoir le matin, mon tablier blanc, mon balai devant la boutique, comme en Europe, là. J'étais allé en Europe il y a 2 ans. Je voyais ça, puis les étals de pain, les étals de saucisses, de fromage. Ben, le biérologue, quand j'étais là, c'était parfait. C'était toujours bien balayé, d'un pot de fleurs, les mégots de cigarettes ou n'importe quoi, là. Je le ramassais, je nettoyais mon bord de fenêtre. C'est ta carte de bienvenue. Mais pour vrai, puis elle est vraiment reconnaissable parce que, tu sais, moi, je l'ai tout de suite catché. Quand tu m'as envoyé des photos, j'ai vu le magasin, j'ai fait « Ah oui, esti, j'ai voulu y aller, esti. » Finalement, j'ai pas rentré, mais je voulais y aller, esti. Elle a un look magasin général. Tu sais, le but, c'est années 20, années 30, années 40. Exact. Tout est calculé pour je vais mettre des photos, le monde va le voir. Okay. Là, mais c'est une boutique qui est calculée pour une boutique du peuple, une boutique accessible. Mais moi, comme tu disais, on perd la carte un moment donné. Dans mon cas, oui, parce que c'est ton bébé en plus. Puis tu veux qu'il soit parfait dans mon cas. Fait que ça, c'est un exemple. Ma grand-mère, c'est incroyable. C'est incroyable. T'es omnibulé. Mais il n'y a pas eu d'histoire de, tu sais, pour compenser, genre, tu fais de la drogue, pour pouvoir être réveillé. Ben, si on parle de la COVID, moi, mon gérant, il est là pendant 5 ans et quelques. C'est mon coéquipier. Il a aidé beaucoup à bâtir le biérologue. Paul-André Maillot-Lessard. Fait que Paul-André, il est là avec moi 5 ans et quelques. Mais Paul-André, à fin novembre 2019, il vient me voir, il dit « David, on prend un café. » Toutes les semaines, je prenais un café avec mon gérant et toutes les semaines, j'avais un café ou une communication avec mon comptable. Parce que moi, il faut que ce soit propre. Il faut que ce soit tout payé, il faut que ce soit tout clean. Notre nom, si on est en retard, ben, c'est un oubli ou une erreur. Tu sais. Mais mon nom est bien important. Puis j'avais des rencontres avec mes gens clés. Puis Paul-André, il me rencontre, puis il me dit « David, j'ai trouvé de quoi, là, ça fait 5 ans et quelques, puis c'est le fun, mais je vais faire autre chose, tu sais, que être gérant du biérologue. » Fait que c'est un choc avant Noël, puis Noël. C'est le plus gros mois de l'année, décembre, pour nous autres, les cadeaux, parce qu'on est aussi une boutique cadeau, boutique souvenir, boutique terroir, boutique, bon. Ah, puis il faut que tu trouves des affaires aussi pour tout le temps te renouveler, puis attirer de la nouvelle J'ai de la céramique, j'ai des affiches, tu sais, c'est le fun. Puis là, Paul-André me dit, je quitte dans quelques semaines. Ben, moi, je suis sur un choc de dire, hey, mon coéquipier, un bâtisseur, entre autres, il m'a tellement aidé. Et puis là, il s'en va juste à Noël. Puis Noël, c'est le plus, tu sais. Et là, ensuite, la COVID arrive peu de temps après. En tant que citoyen, toi puis moi, ou n'importe qui, on ne sait pas ce qui est pour se passer. Est-ce que les gens vont tous tomber, l'économie va tomber? Surtout au début de la pandémie. Les enfants à l'école, les parents, où tout le monde ne savait pas ce qui était pour se passer. Fait que toi, tu stresses en tant que citoyen. Tu es un homme d'affaires. Là, il y a les magasins fermés, il y a des lois, les régions sont fermées. Tu peux pas faire Bas-Saint-Laurent, Gaspésie ou Montréal, Bas-Saint-Laurent. Tu sais, c'est pas si évident. Puis là, tu as des limitations de nombre d'employés au pied carré ou au mètre carré dans une boutique. Puis les gens étaient extraordinaires parce qu'ils faisaient des files d'attente. Je disais 4 à la fois ou 5 à la fois dans la boutique. Mais les gens faisaient des files d'attente pour venir encourager le commerce, pour ne pas qu'on meure durant les restrictions. C'est du stress en tant qu'homme d'affaires. Les employés sont stressés. Les employés, dans ce temps-là, ils magasinent des meilleurs salaires. Toi, tu ne peux pas donner beaucoup plus. Tu restes sur ta structure pour arriver à la fin du mois. Mon père est malade. Fait que mon père, je sais qu'il est à Matane en plus. Fait que moi, je fais Montréal-Matane. Même chose. Téléphone, votre père, il en aurait plus longtemps. Monsieur, venez-vous-en. Ma soeur, on fait Montréal-Matane. Tu arrives à Matane, ton père à l'hôpital, il est de bonne humeur, il est tout bien. On a stressé pendant tout le long. Matane, c'est 9 heures. Tu stresses durant la route, tu arrives, ton père, il est bien sur l'île d'hôpital. Tu retournes à Montréal, tu arrives à Montréal, téléphone sonne, votre père, ça va pas bien. Là, tu retournes à Matane. Hey, une vie de fou. Ma copine, à l'époque, ben, c'est la vie de tout le monde, tu sais, mais elle quitte. Moi, je suis comme un boxeur. Je suis sur le ring ou sur la scène. 1 coup de poing, 2 coups de poing, 3 coups de poing, 4 coups de poing sur le nez, 5 coups de poing sur le nez. À un moment donné, mon père est décédé aussi.
Puis là, je m'occupe aussi de la succession, vendre la maison, vendre les voitures, vendre la motoneige, faire une vente de garage. Ma soeur s'occupe des paperasses. Mais là, t'es rendu à 6 coups de poing sur le nez là, en même temps dans quelques mois. Là. Oui, quelqu'un peut arriver puis être dans la rue, puis il y a eu des coups durs. Mm-hmm. Et là, je peux parler de résilience. Ben là, j'ai vu de la résilience que je ne savais pas que j'avais. Tu sais pas que tu l'as. Je me rappelle me lever le matin, là. Je me lève, je dis « Ah, le cauchemar. Je suis encore vivant. » J'essayais de respirer. OK, je respire. Là, tu fais un petit déjeuner. Tu vas travailler. J'étais à un coup de poing de tomber. Ah ouais. Un coup de poing. Parce que là, toute ta vie tient par un fil. C'est ça la vie d'un entrepreneur. C'est ça la vie, parce que ta vie à côté de l'entrepreneuriat existe toujours, mais elle t'impacte. En plus exemple, la COVID à l'époque, c'était pas facile pour personne. Plus un entrepreneur, plus... Fait que c'est pas de chialer, c'est juste de dire qu'on est des humains aussi. Fait que ça a été la résilience, puis tu l'as ou tu l'as pas, ou elle arrive, puis tu sais pas que tu l'as, puis tu passes à travers, dans mon cas, mais il y a des gens qui passent pas à travers. Mm-hmm. Ils n'ont pas passé à travers, on en voit, des gens qui passent Ils ont pas mis à la clé dans la porte. Ah, tellement. Mais c'est ça, là, tu sais, il arrive au bout de la pandémie, mais ouais, avant que la pandémie, on pourrait peut-être la dernière bière. La dernière bière, moi je l'appelle Grand Cru, cette bière-là. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment... Moi, la couleur, je ne sais pas si on va bien le voir, mais la couleur, elle est magnifique. Mm-hmm. Ça vient du Bas-Saint-Laurent. Donc, la première, c'est Sutton, Canton de l'Est. Deuxième, Charlevoix, entre autres pour les bières belges. La troisième, c'est Kamouraska, Tête d'Allumette, qui est de renom aussi. Tête d'Allumette, ben oui. Putain, c'est le parfait verre. C'est le parfait verre à bière que tu as. C'est ça, on dirait un podcast de vendredi. On n'est pas vendredi en passant à la maison. On n'est pas vendredi. Mais ça sert à rien. Ils écoutent ça à la demande. Là, fait qu'ils vont être la journée qu'ils veulent. Là, passe-moi là, je vais... Ben oui, c'est une magnifique bière. Raku, c'est une... Ah, elle est magnifique. Puis ça, c'est du raisin. C'est-à-dire que la bière était passée sur des mares de raisin. Donc, le résiduel du raisin qui n'est pas utilisé, le liquide est utilisé pour faire du vin, mais le reste de la peau qui est physique, c'est une macération avec la bière. Donc, tu as du raisin, tu as la peau de raisin avec une bière belge qui donne cette couleur-là. Donc, tu as une bière gastronomique avec un beau col, un beau nez, une belle bulle, et puis tu as un parfait mix c'est pas un cocktail, mais c'est un parfait mix de bière avec un accent un peu fruité de vin. Quand je l'ai bu... qu'elle goûte meilleur que qu'est-ce qu'elle sent. Ah, ben c'est sûr que des rencontres de levure et de marc de raisin et tout. C'est vrai, hein, il y a un côté sauvage quasiment. Là. Mais cette bière-là, c'est une de mes bières de l'année, la Raku de Tête d'Allumette. Puis c'est un magnifique endroit au Québec. Fait que, c'est ça, avant qu'on parle de cette bière-là, tu me parlais de la pandémie. Puis la pandémie, ça a joué énormément sur l'industrie brassicole, tu sais, parce que ça l'a amené beaucoup de nouveaux joueurs. Fait que, tu sais, tu dis, est-ce que ça a été une bonne affaire ou au contraire, ça a été un piège, là, tu sais? Ta question... tu sais, le monde de la bière en ce moment est en mutation, comme je te disais, et il y a des cycles. Je me rappelle qu'en 2014, 2015, 2016, moi je dis que l'âge d'or de la microbrasserie au Québec, là, il y a eu les premières vagues de microbrasserie, deuxième vague, troisième vague. Là. De 2014, moi en tant que commerçant, jusqu'en 2019, c'était l'âge d'or de la microbrasserie, des nouvelles brasseries régionales, il y avait de la place pour des joueurs. 2020, pour te répondre à ta question, la pandémie arrive. Ben, juste avant, là, c'est que les politiciens, puis les municipalités, puis les gens qui organisaient des choses, pensaient aux microbrasseries. Pensaient aux microbrasseries pour se coller, faire une photo. Ça fait bonne image. Bonne image, tu sais. Puis moi, j'ai surfé là-dessus pendant 5-6 ans. J'ai eu des grosses années, là. 2014-2020, là, on était au summum. Puis pour te dire, pandémie, qu'est-ce que ça a créé? Opportunité, oui, parce que les microbrasseries, du fait que tout était fermé,
on voulait pas que les régions se vident, on voulait préserver une économie régionale, bien, ils ont eu des subventions. Des gens ont dit, ben là, les gens sont au Québec, ils voyagent pas, ils vont pas en Italie, ils vont pas en Ontario, ils restent au Québec. La bière, les ventes de vin, de bière a explosé. On peut pas aller nulle part. Fait qu'on consommait, on faisait venir du restaurant, puis des bonnes épiceries, puis on se gâtait à la maison avec une bonne bouteille, ou bien... Les frontières sont fermées. Ouais. Fait qu'on achetait de la bière de microbrasserie, on buvait plus de bière. Fait que là, les microbrasseries, ils ont des ventes records, ou dans beaucoup de cas, on a des ventes records, puis ils se disent, on a des subventions. Ben moi, j'ai un endroit pour fabriquer de la bière, mais peut-être que c'est le temps là, d'avoir 500 000, 1 million de subventions pour avoir une usine de... Parce qu'ils ont un brewpub, et au brewpub, tu as l'endroit où on sert la bière et on fabrique... Tu as quelques cuves. Mm-hmm. Mais là, il y a des brasseries qui ont dit « Hey, je peux avoir un prêt. Je vais aller chercher ce prêt-là pour agrandir. » Avec peu d'intérêt. C'est-à-dire que, tu sais, ils vont avoir eu leur subvention, ils construisent leur usine de fabrication, qui est un deuxième bâtiment, à 1 million, 1,5 million, 500. Mais des cuves, ça coûte cher. Puis avoir des installations, ça coûte cher. Hey, c'est énormément cher, ces grosses calices de cuves-là. Fait que voilà. Fait qu'ils ont investi en espérant que le marché continue à exploser puis ça continue dans la même veine. Mm-hmm. Donc, c'était une opportunité, la COVID. Par contre, beaucoup de gens ont fait ça. Et en même temps, en 2020, est arrivé pas mal au même temps qu'il y avait trop de bière sur le marché. Beaucoup de bières sur le marché, puis ils sont interchangeables. Souvent, des couleurs changent, mais les gens se reconnaissent plus autant parce qu'il y a eu un moment que les réseaux sociaux étaient bien pour la bière, montrer la nouveauté. Mais à un moment donné, c'est comme quand tu regardes tes réseaux sociaux, puis ça fait 1 heure ou une demi-heure, tu es là-dessus, à un moment donné, t'en as assez. Mais quand chaque semaine, je pouvais commander à la boutique 100 de nouveautés par semaine. On en prenait peut-être une 20, mais on arrêtait à 20, 30 nouveautés par semaine. Imagine-toi, les gens ne peuvent pas suivre. Donc, le marché est trop plein. Ça me fait penser à la fast fashion, tu sais, qu'est-ce qui est le Shein, tu sais, c'est une compagnie chinoise qu'eux autres, dans le fond, je pense que je me trompe d'un chiffre, là, mais me semble que c'est ça. C'était comme, t'as comme 5000 nouveaux modèles par jour, là. C'est juste énorme. C'est énorme. Fait que c'est cette affaire-là, puis c'est du consommé jeté. Fait que tu sais, c'est pas grave, c'est tellement pas cher. Fait que tu sais, ton chemisier, il t'a coûté 8 piastres. Fait que, genre, tu l'achètes, si tu ne fites pas, tu vas essayer de le donner ou sinon tu t'en calisses, tu le jettes dans les poubelles, tu sais. Puis ça dure pas longtemps, c'est de la grosse crap. Mais je suis pas en train de dire que ça, c'est comparable, mais ça me fait penser à ça, énormément. Plusieurs modèles. Submergés. Puis nouveau design, puis on en met beaucoup pour essayer de... Ouais, toujours garder... Mais là, je pense pas que... Parce que là, oui, on l'a dit, c'est une opportunité, la pandémie, mais c'est aussi que beaucoup de brasseries ont investi des sous, mais là, il faut rembourser. Comment tu rembourses si tes ventes sont moyennes ou en descente? Mm-hmm. Parce qu'en ce moment, les ventes de bière sont soit stagnantes ou soit à la baisse. Il y a des microbrasseries, il y a Dieu du ciel, il y en a qui sont encore en Boréal. Boréal, qui sont en pleine, qui vont bien, sont en santé. Boréal, je pense qu'ils ont la meilleure rousse qu'il n'y a pas. Boréal, là. C'est des classiques. Ah, c'est un putain de classique. Ils font grand public, puis ils font des bières, justement. Des bières séquentielles, des bières saisonnières, des bières... Fait que c'est un peu ça, c'est que oui, il y a eu investissement, tu as une usine, mais ton usine, elle ne marche pas à pleine capacité. Qu'est-ce que tu fais? Faut que tu payes ton hypothèque ou ton emprunt. Fait que là, c'est quoi? Tu loues tes cuves. Fait que là, des brasseries, des brasseurs itinérants qui viennent dans ton usine, qui louent ta cuve, puis qui font des brassins. Ou bien tu offres des brassins aux compagnies pour leur événement. Il faut être d'imagination. Puis là, tu nages. Fait que... Ben ouais, parce que moi, m'amener, j'avais checké si je peux pas me faire une bière à moi. Tu peux. Ils vont dire oui, là. Ils vont dire oui parce qu'ils ont besoin d'avoir des... Il faut qu'ils remplissent leur cuve. Ben c'est ça, il faut qu'ils fassent de quoi avec. Là, là. Fait que, puis c'était ça, tu pouvais faire ça, puis, mais tu sais, ça s'achète au lot. Là. Fait que c'était un lot de bière. Puis là, tu sais, tu pouvais magasiner ton design dessus. Puis j'étais comme, Chris, c'est fou. Tu sais, je peux le faire. Puis ils vont le faire peut-être... je veux dire, 15 caisses de 24, c'est peut-être le genre de minimum. Là. C'est ça. Puis après ça, parce qu'ils ont quand même une cuve, là, tabarnak. Là, fait que... Ben, c'est ça. Fait que opportunité, la pandémie, puis aussi piège. T'as les deux. Fait que chaque brasserie est un cas.
Fait qu'à ta question, oui, non, piège, il y en a qui ont embarqué là-dedans ou semi-embarqués puis sont équilibrés. Mais ça a été opportunité puis ça a été piège en même temps, je pense. Est-ce qu'il y en a qui ça a foiré leur plan? Oui, il y en a qui ont fermé. Oui, c'est ça. J'en vois une par, je ne vais pas te dire la séquence, c'est combien, mais ça ferme les brasseries. Puis il y en a d'autres qui ouvrent. Fait que pourquoi elles ouvrent? Parce que je pense qu'il y a encore de la place. Mais il faut voir où que quoi. C'est-à-dire qu'un village ou une ville de 4-5 000 habitants, puis qu'il n'y a pas de microbrasserie, ça peut être viable s'il y a du tourisme durant quelques mois. S'il n'y a pas beaucoup d'offres de restauration, ça peut être une salle de spectacle en même temps événementielle. Ils font un bon produit, puis un bon nom, puis tout ça, moi, je pense qu'il y a de la place pour encore d'autres brasseries régionales ou de quartier. Mais si tu penses vendre partout au Québec ta canette, là, ta canette rose, ta canette orange, ta canette verte, ta canette bleue, partout au Québec, ben là, ça prend des vendeurs, ça te prend des applications. On a des distributeurs. Distribution et tout ça. Et là, tu rentres dans une autre partie. Là. Combien coûte un rep, un représentant? Fait que moi, il y a des pistes, que j'ai des idées, là, mais moi, je suis quelqu'un qui est dans le monde du commerçant de rue, tu sais. Mais la brasserie a une décision à prendre. Est-ce qu'on est mieux de rester moyen ou petit, puis de satisfaire la clientèle locale et saisonnière? On sait que de juin à septembre ou octobre, on fait le plein de touristes. Mais d'être gros, c'est pas tout le monde qui peut être boréal ou dieu du ciel ou semi-gros comme dieu du ciel, puis gros comme boréal, puis avoir du succès partout au Québec. Vendre partout au Québec? Pas évident. Ah ouais, faut vraiment être taille de haut. J'ai jamais catché pourquoi Boréal t'es pas plus gros que ça. Mais c'est gros. Ouais, c'est gros, mais il n'y en a pas dans toutes les dettes. Tu sais, des fois, moi, c'est la bière que je bois parce que, d'un, elle est comme un peu moins chère mais que, t'es malchanceux. Que les T'arrives, autres. puis ils ont toutes vendu. Parce que moi, je la vois partout. Okay. Mais ça se peut qu'il y ait des dépanneurs qui ne l'ont pas, puis tu sais, ça se peut. Mais en général, elle est bien distribuée, mais encore une fois... Ouais, c'est vrai, je peux être malchanceux. T'es bien malchanceux. Pourquoi que la microbrasserie est si populaire au Québec? Parce que moi, je me souviens quand j'ai regardé des reportages qui parlaient de ça, c'est de quoi, genre, les États-Unis trippent sur les microbrasseries du Québec, là, tu sais, je sais pas, peut-être aussi celle de l'Ontario. J'ai vécu ça, moi. Mais, tu sais, ils trippent vraiment là-dessus. J'ai vécu un peu le boom des bières aux États-Unis. On l'a vécu, nous, par la bande, parce que les États-Unis et le Québec, il ne faut pas comparer. Tu compares un pays de 300 quelques millions d'habitants à un pays on est 9 millions au Québec. Pas encore un pays, mais bientôt. Ben, c'est ça. Bientôt, tabarnak! Tu sais, je pense que on va comparer des oranges avec des oranges. C'est comme comparer Montréal avec Québec. Tu compares plus Québec avec Ottawa puis Montréal avec Toronto. Ou, tu compares des choses qui se comparent. Mais le Québec, par capita, est reconnu dans le monde de la bière comme un endroit innovateur aussi. Mais les Américains, c'est tellement gros. Mais les Américains sont vraiment innovateurs dans la bière. Ils ont tellement amené des nouveautés, des recettes. T'sais, moi, j'ai goûté des bières aux patates, des bières à la courge californienne. Il y avait patates et courge. Ça amenait le sucre dans la bière. C'était des bières succulentes de Californie. Des recettes de fous aux États-Unis. Puis on est comme quelques années, on regarde ça, puis on reproduit ça ici de façon merveilleuse. Et aussi, les Québécois ont un côté peut-être historiquement européen traditionnel, où on a une affiliation peut-être plus avec les bières, entre autres, traditionnelles belges, entre autres. Unibrou a beaucoup influencé, donc une bière gastronomique. Fait qu'on a beaucoup de bières fines, d'inspiration belge ou européenne, puis beaucoup de bières du Nouveau Monde. Nouveau Monde, c'est États-Unis, mais aussi des houblons du Nouveau Monde, ça peut être Québec, ça peut être États-Unis, ça peut être Nouvelle-Zélande et tout ça. Mais on est vraiment un beau laboratoire pour 9 millions d'habitants. L'industrie brassicole québécoise, je pense qu'elle est à l'image des Québécois. C'est assez ouvert. C'est assez compétent. C'est compétent, c'est-à-dire, mais c'est assez ouvert. On est bon. Puis les Belges qui viennent ici capotent sur les bières québécoises. Puis les Belges, bières, la Belgique. Oui. Parce que les autres, c'est une culture, entre autres, de bière. Puis les Québécois qui vont en Belgique capote du côté rituel, au côté traditionnel de la bière, et ça fait des centenaires. Fait que les deux, ça porte quelque chose. Un, ce qui est innovation et ouverture, le Québec, puis l'Europe amène la tradition, le savoir-faire. Les deux ensemble, puis je pense que le Québec est un peu les deux ensemble. On est pas mal bon. Vraiment bon. Ben c'est ça, mais les Québécois aussi, ils aiment beaucoup ça, ouais. Tu sais, pour que le marché soit aussi
fleurissant, Oui. là, on peut dire. Ben, je pense que c'est ça. Il y a des gens qui sont curieux, puis sont partout. Moi, j'aime juste pas le petit côté d'un fois, là. Il y en a qui pètent de brou, là, qui se existe, pensent un ça? peu, un peu intellectuel. Oh non, moi, je bois de la bière de microbrasserie. T'es comme, ta gueule, là, Ben, c'est quoi ce petit je personnage? cherche de la 50 depuis le début de l'été, j'en trouve pas. J'ai hâte de trouver une 50. J'ai hâte de trouver la 50. Je rentre dans les SAQ et ils me disent qu'elle n'est pas dans la liste, mais je trouve pas de 50. Puis je vois des trucs réseaux sociaux 50. Je cherche de la 50. Je la trouve pas. La Laurentide. Je cherche la Laurentide. Je la trouve pas. Laurentide, je sais même plus si ça existe, par exemple. Elle a eu un succès il y a quelques années. Mais je sais pas si elle est produite en ce moment. Il faudrait appeler Mawson. Mawson, ouais. Mais c'est ça, les Québécois trippent sur sa microbrasserie. Ben, tu sais, c'est comme manger un bon pain. Puis manger un pain tranché. Tu sais, c'est le fun, un pain tranché blanc avec de la moutarde, puis avec du jambon. Puis c'est super, là. J'aime ça, moi. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Ben, ça existe. Je te le dis, ça existe. Mais j'avais manger pas un le droit bon de pain. manger ça. J'ai mangé un bon pain ce matin de automne dans Rosemont. Pain au raisin. Et pain au raisin et cannelle. C'est ailleurs. Fait que microbrasserie, t'as une belle bulle. Ça sent n'importe quoi. Ça peut sentir, comme je dis, des currys. Ça sent le fruit, ça sent plein de choses. Ça sent le pain. Fait que t'as une expérience quand tu bois une bière de microbrasserie, mais t'es pas obligé de boire de microbrasserie. Tu peux boire une bière de microbrasserie juste sympathique, une lager, une pale ale entre amis, puis c'est une bière juste de qualité. Dans le sens, c'est des ingrédients qui sont de qualité. Mm-hmm. C'est pas du sirop de maïs, c'est de la céréale. Tu me donnes le goût, quasiment, de me partir une microbrasserie, tabarnak. Je suis sûr que j'aurais du fun. Ben, faut que tu m'en parles. Plein de monde viendrait. Faut que tu m'en parles. Plein de monde viendrait à ma microbrasserie. Je m'habillerais tout le temps avec un gros costume de gland. Là. Ça me ferait tout le temps bien rire. Mais personne ne me prendrait au sérieux. Fait que, j'aimerais avoir ton top de microbrasserie, top 5 de microbrasserie. Là, ça, c'était pas prévu. Là. Ouais. Ça dépend de quoi qu'on parle. Si tu me dis de boire une bière de microbrasserie locale, c'est comme tu veux. Tu sais, je suis allé... c'est comme tu veux. Il y a 12 ans, quand les bières italiennes de microbrasserie ont explosé en 2012, ça a explosé en Italie. J'ai capoté à Rome, là. Il y avait des bières de Rome, là. J'ai capoté. Baladin, j'ai bien aimé ça à l'époque. J'ai bien aimé la Eddie Topper du Vermont qui a influencé les IPA du nord-est québécoises, mais microbrasserie québécoise, ben c'est sûr que de renom, Charlevoix, je te disais qu'on mange bien, puis c'est bonne bière belge, Charlevoix. J'ai parlé peut-être d'allumettes de Sutton, mais sinon, j'en ai plein. J'ai Prospecteur en Abitibi. J'aime beaucoup ce qu'ils font, ils sont innovateurs aussi, c'est bien le fun. Donc, Abitibienne, Saint-Pancras, Mille-Îles, c'est Saint-Pancras, Côte-Nord. Bécomo. Chasse-Peinte, j'aime beaucoup tout ce qu'ils font aussi à à l'Anse-Saint-Jean dans le Saguenay. C'est sûr qu'il y a des sommités internationales au Québec. Dieu du ciel est vraiment répandu dans le monde entier. Est vraiment bien exporté. Ouais, les autres, ils vendent jusqu'aux States. Là. En Europe, j'en vois, là. Mm-hmm. Ils sont vraiment bien vus. Je te dirais Brett et Sauvage et Oval Oval dans les bières belges, encore une fois, là. Puis Brett et Sauvage dans l'œuvre au complet, là, c'est d'exception. Moi, j'ai une amie. En Gaspésie. J'ai une amie qui m'avait acheté une bière Oval, tu sais. Puis elle m'avait dit, tu sais, ça, c'est rare, là, tu en vends une coupe, puis là, tu as ça. Mais man, ça doit faire des années, j'ai ça, je l'ai jamais bu. Ça dépend quel type de bière. Je sais même pas si c'est encore bonne. J'ai des bières chez nous c'est 2012. Quand j'ai ouvert la boutique, j'ai encore des bières de 2012. Ouais. Donc, tu prends un risque quand elle a 12 ans, 15 ans. Il faut que ce soit une bière forte. Une bière sombre et forte en alcool, elle peut tenir la route. Les bières belges, ça tient la route. Mais c'est un bouchon, genre un bouchon de vin. Là, mais si tu me dis qu'elle a 8% et plus puis qu'elle est sombre, ta bière, tu as des très bonnes chances. Même s'il y a des petits flacons, le dépôt, au fond, c'est pas grave. C'est de la vitamine. La levure, c'est de la vitamine. C'est bien bon pour toi. Bien bon pour toi, mais je serais curieux de voir c'est quelle bière parce que... je t'enverrai une photo. Ben oui. Si tu as une bière sombre et forte en alcool, généralement, si elle est conservée correctement, là, elle est très bonne.
Moi, je vais me permettre de rajouter une autre microbrasserie dans ton top 5. Microbrasserie de Tadoussac, la Creamel, là. Et tabarnak, ils en vendent même pas. Je l'ai pas goûté. Tu peux juste... s'importe pas. Elle s'importe pas. Ben, c'est ça, c'est parce que les autres, ils mettent l'azote. Exactement. C'est fait ça. qu'elle se garde pas la mousse, le gaz dedans. Ouais. Hey man, je te dis, là, j'ai fait des reflux gastriques tellement que j'en ai bu de cette petite bière-là, man. À chaque fois... Là, d'ailleurs, la Guinness que tu bois ici, c'est pas la même Guinness que là-bas. C'est pour ça qu'il y a la petite bille dedans. Bille qui conserve le côté velouté, justement, que tu recherches de l'azote. Fait que c'est une petite promenade tranquille, la Guinness, où la bière au pub que tu as bu, ça devait être à boire tout seul. Là. Ça devait être onctueux. Là. Ah, il y a de la mousse, man. Fait que ça, c'est fait pour te faire vivre une sensation. Mais c'est sur le bord du fleuve. Mais c'est pas de la précision, c'est pas de l'orfèvrerie. Elle est comme pimpée, là, ta bière. Elle est comme. Mais c'est très bon. Le but, dans le fond, c'est d'avoir du fun. Mm-hmm. Puis j'adore ça. J'adore ça aussi. Justement, peut-être que je suis dû pour une Guinness, juste une petite douceur, juste pour le fun. Ben ouais, éventuellement. Là, en théorie, le podcast, on le terminerait, mais moi, je parle tout le temps d'indépendance avec mes invités. Je suis un esti de fatigant. Fait qu'au Tu veux me pire, parler de politique? là, oui, que le monde, il écoute ça, il voit ça un peu comme un bonus, un extra, là, tabarnak. Parce que, ben, c'est ça, tu sais, le biérologue, tu l'as dit, c'est un patriote, tu sais. Toi, toi-même, c'est mais ça. il m'appartient plus, le biérologue. Là. Non, c'est J'ai ça. passé main aussi. Ouais, il y a aussi la transition qui est intéressante. Ouais. Ah ben, attends, on va aller avec ça. Transition? Avant, avant de... Parce que quand tu es en affaires, prépare tes pénates aussi. Parce que si tu n'as pas d'enfant ou tu n'as pas de relève, puis il faut sentir le moment, puis il ne faut pas s'accrocher non plus. Puis mon cas, si quelqu'un m'appelle et me dit « David, qu'est-ce que tu en penses? » J'ai vécu un peu... tu sais, j'ai mangé mes légumes, là. Mes légumes verts crus, là, je les ai mangés. Des brocolis. J'ai saigné du nez aussi, là. J'ai saigné du nez. Je pense que j'ai vécu une couple d'affaires. Mais si quelqu'un m'appelle, me dit, comment tu fais une transition? Je touche du bois, là. Ta chaise est confortable, là. J'ai été très chanceux parce que on parle du biérologue depuis le début, mais on parle aussi de l'entrepreneuriat, puis on parle de la microbrasserie. Mais j'ai passé le flambeau fin 2024. Là, on est en 2025. C'est plus à moi, mon bébé, je l'ai vendu. Puis on m'a invité, là, dans les prochains jours, à aller au biérologue. On est au mois d'août pour le 7e anniversaire du vinologue, qui est une section de vin dans le biérologue. Et j'ai refusé d'y aller parce que je suis pas capable. Je suis trop attaché. Je veux pas voir des choses comme moi, quand j'étais là, qui sont différentes. Je suis pas prêt. Mais j'ai été invité pour le mois d'octobre. Ça va être le 13e de la boutique au complet. J'ai dit que je serais là. Donc, j'ai 2 mois à travailler sur moi-même, à dire je vais revoir après 1 an mon bébé. Puis, regarde, ça va avoir changé. Même si les propriétaires l'ont dit dans la transition, et c'est pour ça que j'ai vendu à eux, ils vont garder le 100% local. Puis, la charte. Le magasin général, il reste le même. Mais la transition est importante. Faut que tu te prépares, faut que tu vois. Parce que moi, je me suis pas acharné non plus. J'ai vécu la COVID, tout ce que j'ai vécu. Puis, à un moment donné, durant la COVID, il a fallu que je consolide et je sauve la boutique. Parce que tu ne sais pas si tu vas passer à travers. Quand tu es là-dedans, tu ne sais pas si tu passes à travers dans 1 mois. Parce que moi, j'ai fermé pendant 1 mois la boutique durant la COVID. Tu es chez vous, là. C'est le fun après la semaine. Hey, la semaine de congé, c'est le fun. Ouais. Mais tu as de l'inventaire, là. Tu as peut-être des dizaines de milliers de dollars en inventaire que tu n'as pas vendu. Mais là, eux autres, ils veulent être payés, les brasseries. Mais ta boutique est fermée. Ben oui. Tu stresses. Fait que quand j'ai passé à travers, la boutique était consolidée. Au 10e anniversaire de la boutique, j'ai fait une évaluation de qu'est-ce que ça vaut une boutique. Tu fais évaluer ta boutique. Elle vaut-tu ça ou elle vaut ça? Elle vaut-tu ça? Puis moi, j'ai fait évaluer ma boutique par une des meilleures firmes. Faut aller voir les meilleurs ou faut pas t'avoir peur d'avoir... J'allais voir parmi les meilleurs nord-américains d'évaluation de firmes de vente de boutiques. J'ai dit, voulez-vous évaluer ma boutique? Ça te coûte 500$, je pense. Puis, il t'évalue ta boutique sur une dizaine de points. Il regarde tes chiffres, il regarde tes années, il regarde le nom de ta boutique, l'emplacement, il regarde la fidélité de la clientèle, il regarde plein d'affaires. Puis moi, en plus, j'ai fait une marque de commerce de la boutique. Je l'ai fait protéger. Le biérologue, au Québec, tu ne peux pas le prendre. Le vinologue, au Québec,
tu peux pas le prendre. Ça te prend peut-être 2 ans, 1 an et demi, 2 ans avant d'être accepté, puis ils regardent tout ça, là. C'est des juristes, puis ils acceptent, ils disent, oui, le biérologue, ça m'a peut-être coûté 6-7 000 au cumulatif pour les 2 noms, mais le vinologue, le biérologue sont protégés, c'est des noms en or. Fait que je fais évaluer ma boutique, puis dans l'évaluation, ils ont comme une charte, eux aussi, puis ils m'ont dit, Monsieur Deschênes, vous avez la plus haute note d'une boutique de terroir, petite épicerie, qu'on n'a jamais eu, nous, dans notre firme à Montréal ou au Québec, je ne sais pas trop un des deux. J'ai eu une note de malade. Ça fait 11 ans que je travaille, 10 ans plus que je travaille comme un fou. Puis là, eux évaluent que tu as eu la plus haute note de leur firme localement dans le même genre de commerce. J'en revenais pas. Puis quand ils m'ont montré les chiffres à savoir qu'est-ce que ça vaut la boutique, j'en revenais pas non plus. J'ai dit, ouais, ça vaut ça. Puis tabarnak. Là, j'ai une décision. C'est bien une fun de faire évaluer, puis tu as fait un beau travail, bravo. Tu as été bon, tu as fait ton travail, tu as mangé tes légumes. Mm-hmm. Mais là, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je continue encore 2, 3, 4, 8 ans? Puis sachant que ma santé physique et mentale, tu travailles tellement fort, puis dans mon cas, ou je prépare une sortie élégante, une sortie que ça va bien. Puis comme quand tu étais ado, sûrement tu avais des idoles. Quand tu as 12, 13, 15 ans, tu as des idoles de jeunesse. Mais moi, mes 2 idoles, j'ai pensé à ça vraiment, à savoir, est-ce que je passe le flambeau ou je continue encore? Puis j'ai pensé à ça sérieusement. Mes 2 idoles d'adolescence, c'est Guy Lafleur. Il s'est fait jeter dehors. Il s'est fait montrer la sortie par le Canadien de Montréal. Mais c'est un grand joueur. Puis il était pas prêt à la retraite, puis il était encore capable. Il avait des jambes. Là. Ben oui, man, il était allé pour les Rangers 4 ans plus tard. Ouais, ben 4 ans. Les Nordiques aussi. 5 ans plus tard. Ouais, c'est à ça. 38 ans. Mais pour te dire que quand j'ai vu Guy Lafleur et quand j'ai pensé à savoir comment on fait notre sortie, comment on choisit notre sortie, parce que j'ai pas de relève de famille, j'ai pensé à Guy Lafleur qui s'est fait jeter dehors après avoir fait tout ce qu'il a fait pour le Canadien. Il aurait pu l'échanger, puis il aurait pu avoir un bon joueur. Fait que Guy Lafleur était jeté dehors. Mon autre idole de cette époque-là, quand j'avais 14-15 ans, c'était The Police. Sting. Puis The Police. Puis eux autres, ils ont quitté au top. Ils ont fait le Shea Stadium 20 ans après les Beatles. C'était le plus gros groupe en 82, 83, 84. Puis Sting a dit, « Hey, qu'est-ce qu'on fait? On continue-tu à faire le même succès, puis à un moment donné, ça va descendre, comme d'autres groupes qui s'acharnent ou d'autres groupes qui perdurent, mais qui ne sont plus vraiment écoutés? On a des exemples. Ou bien, on quitte au top. » Fait que ce soir-là, au Shea Stadium, les gars, ils ont dit, on est au top. Sting, surtout, il a dit, on s'en va, on arrête. Fait que moi, j'ai pensé à Sting, puis j'ai pensé à Guy Lafleur. J'ai dit, mes 2 idoles, quand j'étais jeune, là, je veux pas finir comme Guy Lafleur. Je veux finir comme The Police ou Sting. Mm-hmm. Fait que j'ai dit, je me bouche le nez, puis j'essaie de trouver quelqu'un, parce que j'aurais pu construire quelques années, mais ça va bien, ça vaut quelque chose encore, puis je suis encore en santé. Je m'en suis sorti de mes défis. Je suis encore en pas pire santé mentale et physique. Dans 2 ans, qu'est-ce qui va arriver de moi, ma santé? Dans 2 ans, la boutique? Tu sais pas. J'ai été dans le processus de vendre la boutique, puis de trouver quelqu'un qui comprenait ce que moi j'aime, puis qu'est-ce que la boutique vaut pour le quartier. Parce que moi, qu'est-ce qu'elle représente, là? Pour le quartier, parce que c'est pas juste David, là. C'est le quartier. Quand je promène dans la rue d'Hochelaga, c'est le biérologue. Le monde disait, mais le biérologue, les enfants, parce que moi, je joue avec les enfants, puis j'aime ça. Mais le monde à l'épicerie, c'est vraiment pas un cliché. À l'épicerie, les gens disent, c'est le biérologue. Puis dans les rues, c'est le biérologue. Fait que moi, j'avais une responsabilité que la boutique reste un acquis dans la boutique, un atout de la boutique, du quartier. Fait que j'ai vendu à des gens. Moi, j'avais 40 ans quand je suis parti en affaires. J'ai vendu à 3 gars de 40 ans qui ont encore de l'énergie. Est-ce que c'est eux qui t'ont approché ou c'est... Eux, ils regardent dans les firmes de vente. Tu regardes, puis tu cliques sur ces sites-là, savoir tu veux acheter telle affaire, tel secteur. Commerce de détail, épicerie, flouk. Ah, il y a une liste de personnes qui veulent acheter puis des là, affaires. Ils ne voient pas c'est quoi l'épicerie, ils ne voient pas c'est quoi, mais il faut qu'ils fassent appel avec l'agence. Puis il dit l'agence, ben oui, on peut avec toi travailler avec toi pour tant de l'heure ou tant de... Puis voici, moi, je te propose telle épicerie, telle épicerie, telle épicerie. Puis j'ai eu plusieurs déjeuners. Tu déjeunes avec les gens, prends un café, prends un déjeuner, sont intéressés. Ils aiment ça. Mais après 2 rencontres, 3 rencontres, ah ben, ma famille, ah ben, je suis pas prête, ah ben, j'ai pas l'argent.
Fait que je pense que j'ai eu à peu près 4 ou 5 acheteurs potentiels en 1 an et quelques avant d'avoir 3 gars, 2 bailleurs de fonds puis 1 gars de plancher. 3 gars qui disent, ben nous, on veut des épiceries, puis le concept local, on continue dans la même veine. Puis quand ils m'ont assuré que le concept local restait, j'ai dit, mon bébé, je pense que c'est les meilleurs... Je quitte à mes conditions. Qui peut faire ça dans la vie? Mm-hmm. Qui peut... Tu sais, j'attends pas que ça aille mal ou de me faire jeter dehors de ma propre industrie ou boutique parce que ça marche plus. Là, mais fait qu'elle marche encore. Là. Mais sans, mettons, te donner de chiffres, as-tu pu revoir qu'est-ce que tu as investi dedans? Tu veux parler d'argent? Parce qu'on fait de l'argent aussi. Mais c'est-à-dire que mes REER, à un moment donné, j'ai réinvesti en REER. Là, j'ai une maison. Fait que oui, à un moment donné, tu peux faire un salaire, tu sais. Mm-hmm. Mais j'ai pas honte parce que j'ai travaillé, comme je dis, j'ai saigné du nez. Là. J'ai travaillé... J'ai vraiment pas fait de compromis sur la culture de la boutique. J'ai vraiment une éthique de la boutique. Puis, fait que si j'ai fait de l'argent, j'ai pas honte. J'ai fait de l'argent, ouais. Mm-hmm. Fait que oui, j'ai récupéré mon argent. Mais en même temps, d'avoir tardé un peu l'industrie brassicole, ce qu'elle est, puis les commerces de détail, puis les commerces en ligne, puis tout ça, ça nous impacte. Encore une fois, quelqu'un qui a un commerce de rue, je peux tellement aider sur une façade ou sur un parcours intérieur, sur le RH, les ressources humaines, ou avoir un décorum, avoir une structure, avoir une culture. Je sais comment. Je dis pas que je suis parfait, mais je peux aider. Parce que c'est pas évident de survivre. Fait que 1 an et demi après l'évaluation, la boutique elle était moins chère. Mm-hmm. Mais j'ai fait quand même un bon salaire durant cette année et demie-là. Fait que si je l'avais vendu au prix top qu'il me disait, ben j'aurais eu 1 année et demie de salaire de moins. Fait que c'est kiff-kiff. OK. Mais moi, en passant, man, j'ai tellement absolument rien contre le monde qui font de l'argent. Tu sais, il y a ce genre de tabou-là au Québec, là, de si tu as de l'argent ou si tu as fait de l'argent, ça veut dire directement ou indirectement que tu as crossé quelqu'un. Là. Je suis zéro d'accord avec ça. Tu sais, comme aux States, eux autres, la BMW, il y a park en avant, elle est toute shinée puis ils sont fiers. Tu sais, je catch pas ce côté-là. Pourquoi on peut pas être fier de nous? On peut pas être fier. Je pense que les gens sont fiers. De notre parcours. Notre génération. Fier. Toi, génération, je le vois encore, surtout même avec Luc Poirier, tu sais. Moi, le gars, je le suis, à moins là, qu'il a fait des sorties que je n'ai pas vues, là, tu sais. Il parle d'argent, il parle de placement, il parle d'investissement, il essaye d'encourager les entrepreneurs, tu sais, puis d'une manière que moi, je trouve saine. Mais est-ce encore là? Est-ce crosseur? Est-ce lui puis ses immeubles puis tout ça? Mais tu sais, ils prennent pas tout en contexte. En tout cas, moi, mais chaque cas est un peu. Moi, ça me Mais gosse, un commerçant de rue, là, tu sais, les gens parlent aussi, hey, on va faire une loi pour que les épiceries vendent moins cher le truc. Les lois sont bien bons. Ils en veulent des hosties de lois. Toujours plus réglementées. Mais réglementées, tabarnak. J'irai pas dans. C'est dur de juger. C'est des cas par cas. Mais pour un commerce de détail comme un petit commerçant de rue, là, les marges sont pas fortes. Les gens qui vous. Au biérologue, là. Ouais. Les gens qui sont là, qui aiment ça, la bière puis le vin, là, ouais. Ils font pas des gros salaires. Là. Ils font pas 50 000 par année. Non, c'est vraiment plus au détail, vu que t'en vends beaucoup. Fait qu'ils font ça parce que c'est un bon moment dans leur vie. Ben oui. T'espères les avoir en tant qu'employeur. Moi, mon but, c'était d'avoir un employé pendant 1 an. Parce qu'il faut le former, l'employé. Il faut qu'il... Fait qu'1 an, c'est une moyenne. C'est pas beaucoup. Tu peux pas gagner à Montréal ou dans l'économie d'aujourd'hui puis les appartements. Tu peux pas gagner à temps plein 27 000 puis penser garder ton employé longtemps. Fait que nous autres, on essaie de les gâter dans des bonnes conditions de travail. Ouais. Tu sais, il y a de la musique. On boit une bière durant le travail ou un verre de vin. On a une... Tu vas passer des belles journées, la traite. Puis j'ai toujours dit à mes employés, puis j'ai hébergé... Il y a des employés qui avaient des séparations, il y a un employé qui est venu coucher chez nous. C'est une famille. Moi, je veux faire une famille. Quand j'étais au biérologue, j'espérais qu'on connecte. T'sais. Mais sinon, t'as 6 employés dans mon cas. J'en ai 2 qui sont des amis ou qui connectent avec moi. 2 qui sont corrects, qui aiment bien David. Puis 2 qui sont encore listes de David. T'sais. Fait que c'est un peu ça la moyenne au bâton. Mais tu veux avoir
un monde que quand ils arrivent chez vous, tu veux qu'ils soient bien, puis c'est ça que j'espérais qu'ils aient, mais ils peuvent pas gagner beaucoup, parce que s'ils gagnaient beaucoup, les prix seraient beaucoup plus chers de la bière, puis du vin, puis du terroir. C'est ça. Ça va comme ça. Monte les salaires. En fait pas... Tu fais de l'argent dans une épicerie par le volume. Ouais. Disons, tu vas chez IGA, Métro, Provigo, t'achètes pour 300$. Ils font pas de l'argent pour le produit qui font 18% de profit là-dessus. C'est pas beaucoup, 18%, c'est très petit. Mais 18 fois 100 produits, c'est là que tu fais ton... Nous autres, on vendait 5 produits par client. Faut t'en vendre des canettes là, pour faire 20$ de profit sur... Fait que non, c'est vraiment un client à la fois, puis ton client au biérologue, c'était, dans ma culture, c'était magasin général, c'était la petite blague de David, des fois drôle, des fois pas drôle, puis d'avoir un bon contact avec le client, puis de dire « Hey, on a passé 5 minutes ensemble, mais c'était le fun. Puis moi, j'aime ça avoir du fun avec mes clients. Service à clientèle. 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 C'était vraiment connecté avec le client. Puis s'il veut pas, tu vois qu'il est fatigué, il n'a pas le temps, mais au moins tu t'as dit un vrai bonjour. « Hey, salut! » Puis quand il s'en va, un vrai bonne journée. Puis le gars, il n'a pas le temps. Mais il faut être là. Puis là, si on en revient avec l'indépendance. Pourquoi tu me parles de ça à moi? Ben, je te suis. Je sais pas où tu t'en vas. Je sais pas, peut-être parce que t'as un chandail. J'ai un chandail, j'assume pas. Avec les expos à la tête. Ouais, mais j'assume tout. À mon âge, j'assume tout. Fait que oui, je porte le oui, mais j'aime le Québec, mais aimer son pays, ou j'aime l'Argentine, j'aime l'Italie. Mais moi, je vis au Québec, fait que c'est le Québec que je tiens dans mon cœur. Puis la boutique était 100% locale. T'sais. Je parlais des gens de la région, des gens des régions, c'est-à-dire, excuse-moi, les gens des régions, c'est eux autres qui fournissaient tout ce que mon épicerie avait à Montréal. T'sais. Autant les produits, ben c'est ça, tous les produits. Ben c'est ça, moi tout, man, tu sais, je suis très indépendantiste. Puis c'était important pour toi de le montrer, ça, tu sais. Ben non. Ben, c'est parce que tu avais quand même des drapeaux, tu sais, patriotes, tu sais, fait que... OK, parce que tu as vu des photos, c'est pour ça que je te suis. Ouais. Ben, tu vois, je soulignais à la fête nationale des Patriotes, durant la semaine des Patriotes, je mettais les drapeaux des Patriotes. Ah, OK. Puis les gens me disaient, « Hey, c'est la Hongrie. Hey, c'est l'Italie. Non, c'est les Patriotes. » Ouais. Puis après ça, c'était la fête nationale du Québec. Je mettais des petits drapeaux, puis j'ai des drapeaux qui ont 100 ans avec le... Sacré-Cœur au centre, les fleurs de lys vers le Sacré-Cœur, des vieux drapeaux que je mettais. OK, qui pointent vers le centre. Ouais. C'est le magasin général du biérologue. Je mettais des drapeaux du Québec. Puis c'est la semaine du Québec. Je pense que c'est le fun. Moi, je me rappelle d'avoir été dans des fêtes nationales de pays étrangers. J'aimais ça, voir des couleurs du pays. Moi, j'adore ça. Je me sentais en voyage. Nomme-moi le pays qui est pas heureux, man, à la journée de l'indépendance, man. Ils sont tous dans la rue, ils sont tous en train de crier. C'est le plus beau moment de leur calice de vie, comme s'ils venaient de remporter la guerre. Mais les drapeaux, j'en mettais quelques fois par année. Puis l'autre drapeau que je mettais, c'était parce qu'au Québec, il y a 1 million plus de gens d'origine acadienne. Fait qu'à Montréal, il y a bien des gens qui viennent de régions acadiennes québécoises. La Côte-Nord, c'est plein d'Acadiens. Lanaudière, Saint-Jacques, puis juste en face de Trois-Rivières, au bord du pont. La Gaspésie, les Îles-de-Madeleine, c'est plein d'Acadiens. Fait que moi, je mettais le drapeau acadien durant la semaine acadienne du 15 août. Puis j'ai beaucoup de produits aussi de Gaspésie, de la Côte-Nord, puis des Îles-de-Madeleine. Puis c'est des Acadiens qui m'envoient ça. J'ai connais Arsenault, puis tout ça, c'est des Acadiens. Fait que je leur soulignais, puis les gens ils disaient « Ah, t'as un drapeau à l'Acadie, t'es-tu Acadien? » Non, mais c'est pour vous. Ouais, c'est un peu notre cousin. Ben oui, c'est des cousins. Fait que j'ai quelques drapeaux que je mettais. Puis eux autres aussi, man, ils se battent pour leur français. Tu sais, on en parle pas souvent. Du Québec, tu parles, toi, les Acadiens de Nouveau-Brunswick puis tout ça? Ouais, oui, c'est ça. Ça. Eux autres aussi, ils se battent pour leur français, tu sais. Mais tu sais, ma compétence, je suis pas historien, mais ma compétence de passion, c'est la langue française en Amérique du Nord. Puis je pensais pas parler de ça durant notre entretien, parler de David. David, je parle de mon expérience d'entrepreneur aujourd'hui, puis je parle des microbrasseries, mais je pensais pas qu'on parlerait de David, mais David, ma spécialisation, c'est les francophones nord-américains. Un peu comme Serge Bouchard, l'anthropologue. Jack Kerouac, il a été un peu un porte-étendard à sa façon des franco-américains. Il y en a plein, le Biz, il aime bien ça aussi. Il y en a plein qui aiment beaucoup l'Amérique du Nord française, parce qu'on a une belle histoire. Le métissage, il y a beaucoup de régions nord-américaines, il y a beaucoup de Canadiens français qui ont marié des femmes autochtones, puis ça fait des régions métissées. Je peux te nommer 5-6 régions nord-américaines qui sont métissées de franco
métisses franco-autochtones, franco-indiennes qu'on appelle, puis c'est des métisses. Il y en a plein. Tu vas au Dakota, c'est plein de noms qui veulent pas de pipeline sur leur réserve autochtone. Ils ont tous des noms francophones, des noms québécois. On se demande les joueurs de hockey là, qui ont des noms français, mais qui partout aux États-Unis, partout au Canada, ben c'est des Canadiens français qui ont émigré. Puis tu te demandes, tu fais que tu Montréalais, puis là, tu fais non, il cinq. Parce qu'il y a une diaspora italienne à New York. Il y a une diaspora italienne à Montréal et au Québec. Il y a une diaspora québécoise partout en Amérique du Nord. Là. Moi, si je vais en Oregon, là, je sais où sont les Canadiens français en Oregon. Il y a une vallée. Puis si je vais au Vermont, au Maine, au New Hampshire, Massachusetts, comme Jack Kerouac, si je vais au Wisconsin, Minnesota, partout des francophones. Saint-Louis, Chicago, Détroit. Je pourrais dire des noms français, là, de noms franco-indiens. Il y en a plein, là. Des fondateurs francophones et indiens. Puis on est beaucoup plus autochtonisé au Québec qu'on pense, dans notre côté pacifique, je pense, côté un peuple doux. Mais là, je trouve qu'on va dans une zone anthropologique. Puis j'aime ça. Ben, c'est très cool, ça, man. Moi, j'adore ça, man, parler... Ben, en tout cas, juste montrer, pas peur d'un fois d'avoir de ses opinions, de ses valeurs. Puis de... Là, tu me surprends aujourd'hui parce que je sais que j'ai un chandail, mais je pensais pas parler de ces choses-là. Ben oui, le chandail. Donc, moi tout, j'ai maintenant. Ben oui, je te connais, ça, fait que j'ai dit que ça te ferait plaisir. Le oui, tout le monde. Fait que, ben man, c'était cool, esti. Merci beaucoup, à toi, David. Puis, tu vois, j'ai eu une idée de quand on savait qu'on travaillerait ensemble pour une entrevue, ce qui m'est venu en tête, c'est, est-ce qu'il s'appelait Olivier, le vidangeur? Olivier... Non, Simon. Simon Poupard-Paré. Il m'a inspiré. Paré-Poupard. Il m'a inspiré parce que, justement, quand son livre est sorti, j'ai dit, moi aussi, je vais sortir mon livre du biérologue d'un commerçant de rue. C'est quoi la vie d'un commerçant de rue? Ouais. Il m'a inspiré, puis, tu sais, j'ai déjà commencé des bribes d'écriture. Je sais pas qui va l'éditer ou si ça va être édité un jour, mais il m'a inspiré. Puis quand je l'ai vu, j'ai dit, on a une bonne idée de parler des commerçants, parce que c'est un métier être commerçant. C'est vraiment une profession. Fait que ça serait peut-être ça la suite? Ma suite, moi, ben tu vois, en ce moment, je suis en mode, tu sais, j'ai déménagé, là, je vis dans le Bas-Saint-Laurent. Ouais. Je suis heureux comme incroyable. Mais je pense que je peux vraiment aider des gens. Des gens dans le monde de la microbrasserie pour faire des conférences. Des gens pour de la francophonie. J'ai fait des conférences aux États-Unis pour la langue française. Beaucoup. Quand j'étais guide, j'étais conférencier aux États-Unis aussi pour faire des conférences sur la langue française en Amérique du Nord. Pourquoi apprendre le français à l'école plutôt que l'espagnol? Surtout quand tu habites au Vermont puis au New Hampshire, puis tes parents, ils parlent français encore, puis c'est des franco-américains. Pourquoi tu apprendrais l'espagnol? Tu es à côté du Québec à une demi-heure de route. J'allais dans les écoles. Sur le bord de la frontière. Ouais. Fait que moi, je pense que je peux aider vraiment les commerçants. Peu importe si c'est la bière, mais juste un commerçant de rue, une association des commerçants de Saint-Raymond dans Port-Neuf ou de Rosemont. Comment faire que ton commerce soit de l'extérieur attrayant? Comment faire que avec ta clientèle pour montrer que tu es un professionnel, avoir un décorum, avoir une structure, une culture, comme je dis souvent. Puis, ta boutique, as-tu des départements bien clairs? Est-ce que c'est défini, tes départements? Est-ce que tu as un couloir obligatoire que les gens vont voir tout ce que tu offres? Moi, je pense que je peux aider à ce moment, en tant que vétéran, je pense que je peux aider des jeunes pousses. Quelqu'un qui... Hey, je pense me lancer en affaires. David, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que je suis là pour ça. Je suis là pour aider. Fait que quelqu'un qui communiquerait avec moi sur LinkedIn ou... mon Facebook, puis tu dirais... Ouais, comment entrer en contact avec je pense que c'est ça. Je pense que c'est les deux, Messenger, David Facebook. Deschaines sur David Facebook. Deschaines sur LinkedIn. Là. Mais je pense que je peux aider des jeunes pousses, surtout des jeunes ou des commerçants existants, parce que je trouve ça beau encore d'aller voir des commerçants. De pas juste cliquer puis commander. Ouais. C'est le fun de jaser aux humains encore. Les humains, c'est le fun des humains.
Ah, ben c'est très cool, man. Puis sais-tu quel autre commerçant qui est très nice? Ouais. Procafetière.ca qui commandite ce podcast-là avec, avec les commanditaires Bellucci, les cafetières Bellucci. Fait qu'un énorme merci de commanditer le WhatsApp Podcast. Je vous encourage à leur dire merci en consommant leurs produits. Et ils t'offrent aussi une bonne poche de café du WhatsApp Podcast. Fait qu'on se fait des cadeaux. Moi, je vais le boire, puis je suis... Ah ouais! Hey, merci. Mais pour vrai, je suis content. Ça a l'air, il était cœur, hein, pour vrai, tu sais, comme je l'ai dit. Je vais t'écrire. Je bois pas vraiment de café. Je vais te texter. Mais ça a l'air qu'il est vraiment bon. Fait que si ceux qui veulent. C'est-tu ton visage dessus ou c'est Falardeau? Ouais, c'est vraiment ma face. C'est Falardeau, ça? Non. C'est Geraldine, pas de cigarette. Ah ouais, ok, je vais dire ça. Puis ça, si vous voulez vous le procurer, il est disponible au procafetière.ca. Fait que un énorme merci pour vrai d'être venu sur le podcast. T'es gentil en vrai. Tu m'as accueilli vraiment. Quand je suis arrivé, tu m'as accueilli comme un roi. Merci. Ben, ça fait plaisir. Ben, Chris, moi, c'est même je suis dans la vie. Ben, c'est vrai. Puis, si vous avez aimé le podcast, je vous encourage à le partager ou sinon, ben, un gros merci d'être venu sur le WhatsApp. Puis merci à tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Bye.